Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission où le comics n'est qu'un point de départ pour une multitude de discussions. Mais vous êtes là pour ça, vous êtes là pour la digression et pour les moments où Sophie nous parle de... Ah, j'avais une question. On s'est posé une question avec... Ouais, attends, je vais présenter le titre qu'on en parle. Ce soir, on parle de Quand la femme était l'homme de Uli Lust, qui est sorti chez Ça et Là. On remercie beaucoup les éditions de chez Ça et Là de nous avoir envoyé le PDF. Merci à eux. Si vous avez pas lu Mon ami Damer chez eux, lisez Mon ami Damer chez eux parce que c'est génial. Et je remercie très fort Zelda qui m'a donné le contact des gens de chez Ça et Là. Et si vous aimez l'indé, sachez qu'on va essayer de faire plus d'indé, même de franco-belge indé. Là c'est pas de la franco-belge, c'est de l'allemand puisque Uli Lust est allemande. Et d'ailleurs pour les gens qui seront sur Montpellier fin mai, sachez que peut-être que Cécile ira faire un tour. Elle est à la Comédie du Livre, donc vous pourrez aller vous faire signer votre. Je sais pas si tu parles allemand, Cécile. Nine. Moi j'ai fait 2 ans d'allemand, la seule chose, et j'ai même fait un stage en Allemagne. Mais la seule chose que je sais dire en allemand c'est Eine Bier bitter. Voilà, c'est tout. Peut-être que Sophie, qui est un peu la caution allemande puisqu'elle est lorraine, donc c'est la même chose. Hein. Vous verriez la tête qu'elle fait. Est-ce que tu parles un peu alsacien ou lorrain? Ouais, alors t'as dit tout ce qu'il faut pour réanimer la guerre entre l'Alsace et la Lorraine. Ouais, c'est un peu discriminant, James. Hein. Ouais, on va arrêter. On se ressemble tous, c'est ça. Ouais. On s'est posé une question parce que Faye me disait qu'elle mangerait, elle préférerait manger de l'humain plutôt que de la nourriture pour chien. Et je me demandais, est-ce que tu t'es dans j'ai goûté la nourriture pour chien et j'ai pas encore goûté la nourriture humaine. Honnêtement, la bouffe pour chien, en tout cas les friandises pour chien, ça a le même goût que nos gâteaux apéritifs. Mais pourquoi t'as bouffé? En moins salé, en plus sain. Je pense que c'est plus sain la bouffe pour animaux que pour nous. Pourquoi t'as bouffé de la bouffe pour animaux? Mon frère et moi on était curieux et puis comme mon frère l'a fait, je fais vas-y, je fais pareil. D'accord. Voilà. Mais moi, pour pas mourir les croquettes, voilà. Je voyais plus le bon vieux, tu sais, la pâtée, le truc vraiment. Eh bien, attends, les pâtés pour chat, par exemple, c'est très appétissant, je trouve, surtout quand tu. Ah non, mais non, mais tu peux pas dire ça, c'est immonde. Ah, y a rien de plus. D'ailleurs, moi, je pense que ça ressemble beaucoup à notre préparation qu'on fait de la viande en sauce et tout, et le chat pense pareil puisque des fois il confond sa pâtée et notre préparation à bouffer. Oui. Ah non mais moi je pourrais pas. Ah non. Ah voilà. Bon vous savez maintenant que en tout cas Faye elle préférait manger de l'humain plutôt que ça. Voilà. Mais je pense qu'on doit pas être s'éloigner en termes de goût. Ah ouais. Mais c'est un peu notre alimentation, on doit avoir un goût de porc, je pense. Tu crois? Bah non, de la viande rouge. Ouais. Non. Pourquoi la viande rouge? Je sais pas. Moi, je voyais l'humain comme de la viande rouge. Cécile, est-ce que tu as un avis sur cette question? Absolument pas, désolé. Je suis un peu plus volaille, j'imagine, je suppose. Sinon, tu demandes à Reddit, parce qu'il y a des gens qui pratiquent l'autophagie qui passent sur Reddit. Oui. Tu auras la réponse. Ouais, mais il y aura toujours quelqu'un sur Reddit pour en parler. Je sais pas si j'ai envie de poser ce genre de questions sur Reddit et d'aller sur ce genre de fil Reddit. T'inquiète pas, il y a forcément une personne sur Reddit qui a déjà posé la question. C'est ça la magie. Ça c'est vrai. Possible. Et il y a quelqu'un cette semaine qui m'a demandé une musique précise d'un épisode précis d'Avatar, le dernier maître de l'air. On lui disait vous savez quelle c'est la musique quand Zuko marche sur la plage? J'ai tapé ça sur Reddit et j'ai trouvé quelqu'un qui avait posé la question. Et il y avait un mix de 2 heures de cette musique précise qui a même pas de nom. Hein. La musique n'a même pas de nom. Ça s'appelle Zuko thème, je sais pas quoi. Ouais. Si
Si vous n'avez pas vu Avatar, le dernier maître de l'air, voyez-le, c'est trop bien. Mais ce ne sera pas ma recommandation culturelle. Ça pourrait l'être. Moi, j'ai repris ma lecture de Dungeon Crawler Carl, et c'est toujours aussi bien. Et j'en suis au 4e, puisque j'ai acheté le 5e qui est sorti ce mois-ci là, en fin avril, puisqu'il est sorti le 30 avril. Et c'est vraiment trop bien Dungeon Crawler Carl. Donc si vous l'avez pas lu, lisez-le. Pour ceux qui n'auraient pas entendu les épisodes où je l'ai recommandé, Dungeon Crawler Carl, c'est de la lit RPG. Donc c'est de la littérature qui mêle le RPG. Carl est un mec qui bosse à la marine, qui garde le chat de son ex-meuf. Et en fait, à minuit, il a envie de fumer une clope. Il fume une clope à la fenêtre et le chat va sauter par la fenêtre et aller se percher sur un arbre. Il va sortir en Crocs et en caleçon. Et pile à ce moment-là, une corporation extraterrestre va prendre la Terre et en faire la sienne. Et si les humains veulent récupérer la Terre, ils doivent finir un donjon qui est je sais plus combien d'étages. Enfin, un livre, c'est un étage pour résumer. Et en fait, c'est un peu un humour à la Pratchett et à la Douglas Adams, puisqu'en fait, Carl va rentrer dans ce donjon et va être la première personne à rentrer dans le donjon avec un chat. Du coup, il va avoir un succès et il va avoir son chat va devenir un joueur. Et du coup, Princesse Donut va devenir un personnage à part entière, puisqu'elle va parler et elle va avoir des pouvoirs et elle va être beaucoup plus forte que lui. C'est très très drôle, c'est super cool. J'ai essayé d'autres trucs de lit RPG et pour être sincère, les autres sont pas terribles. J'ai essayé Primal Hunter et j'ai eu l'impression de lire un bouquin d'incel. Pour être sincère, c'était vrai, un incel qui parle de qui part en excursion avec ses potes de bureau, puisqu'en fait ils sont emmenés dans un espèce de donjon forêt et qui devient encore plus edgy et encore plus vraiment c'est le mec edgy de votre bureau qui vous parle de tir à l'arc et que vous avez vraiment pas envie de croiser la photocopieuse. Et genre un des tout premiers trucs, en fait il aggro un sanglier monstrueux et il y a une de ses collègues qui se fait elle se fait marcher dessus, donc elle peut plus marcher, et ils ont pas de soigneur et lui il est là, mais c'est pas ma faute, elle avait qu'à courir plus vite. Mec, mais où est passé ton empathie? Donc ouais, ne lisez pas Primal Hunter, lisez Dungeon Crawler Carl, c'est vraiment mieux. Voilà, c'était ma reco. Sophie, est-ce que tu as une recommandation culturelle? Bon, je crois que je vais recommander l'un des derniers films que j'ai vu pour Sueur froide et que j'ai bien aimé. Voilà, parce que j'ai vu des trucs qui m'ont moins plu. Donc, en fait, ça va être une double reco. Voilà, c'est sur le coffret Alfred Hitchcock que sort Téléphone Film. Si vous aimez le cinéma classique hollywoodien et pas que hollywoodien, tout ce qui est aussi Pre-Code-Eyes, ils ont une collection assez sympa. Et bref, j'ai vu du coup The Lodger, qui est son adaptation, mais très adaptée, hein, de Jack l'Éventreur, mais qui est tournée. Alors c'est peut-être parce que c'est noir et blanc et qu'il y a des filtres de couleur, mais on dirait vraiment un film de monstre Universal ou un Dracula, un Frankenstein, etc. La manière dont il filme, en fait, un mec qu'on soupçonne d'être le tueur, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se font assassiner dans un quartier un peu chaud de la capitale, et le mec s'appelle le Vengeur, quoi. Ce qui m'a fait un peu bizarre parce que du coup j'ai pensé aux Avengers, à la fois les chapeaux de cuir et les Avengers Marvel, et du coup ça m'a un peu court-circuité le cerveau, mais bon bref, le tueur en série se fait appeler comme ça, et en fait on soupçonne un mec qui est locataire dans une pension, et en fait le mec a des manières en plus très efféminé, et à un moment donné on l'appelle, il y a la salle aux jeux qui disent il est
bizarre, donc en anglais il est queer. Et pendant tout le film, je me suis demandé s'il n'y avait pas un sous-texte, parce qu'au final, on l'accuse d'être le tueur parce qu'il est bizarre, et genre tout le monde veut lui faire sa peau à la fin du film, ce qui fait très film de monstre, puisque ils ont pas des torches, mais on n'est pas loin. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un sous-texte pour parler de l'homosexualité en Angleterre qui était réprimée à l'époque? Parce que y a quand même quelques signes. Mais bon, après, XP était pas d'accord avec moi. Donc si vous avez vu The Lodger, parlez en commentaire ou venez sur Discord en parler avec moi et me dire ce que vous en pensez. Voilà, ça me titillait. Mais j'ai trouvé ça relativement intéressant parce que justement le film prend un peu vraiment en question l'establishment moral de la société de l'époque, puisque à aucun moment donné le film, je trouve, sexualise spécialement les femmes victimes, alors qu'on dit que c'est des danseuses de charme, etc. Et en fait, on est plus concentré sur elles dans les coulisses qui papotent entre filles que quand elles lèvent la jupe, etc. Et je me dis, ça aurait été un film hollywoodien à la même époque, je pense que le regard aurait pas été le même. C'est un truc que j'aime bien dans le cinéma anglais, c'est que c'est quand même, avant même qu'on dise qu'il faille de la diversité, il y avait déjà la diversité et il y avait déjà un regard qui était moins mal gaze, on va dire. Et le deuxième film de lui que j'ai bien aimé aussi, c'est Le passé ne meurt pas, qui en fait commence avec un procès pour un divorce. Et en fait, tu comprends que le mari jaloux a buté un mec qui en plus la meuf visiblement subissait ce que ce mec faisait, quoi. Donc en plus elle se faisait abuser, quoi, limite. Son mari bute le mec et en fait la seule qui est accusée de quelque chose, c'est elle d'avoir trompé son mec. Tu fais ok, super, bonne ambiance les gars, quoi. Et du coup en fait tout le récit on la suit, qui essaie de fuir la mauvaise réputation que ça lui a fait, toute cette histoire, et en fait que c'est que elle qui se prend les retombées de la bonne société anglaise, etc. Et tout le monde a l'air d'être des gros connards en fait dans ce film. Mais je trouvais que c'était un propos assez féministe pour une époque où justement le divorce était peu accepté et la femme, je pense, n'avait pas beaucoup de droits à l'époque. Et vraiment le film te remet en question toute cette société en commençant par le procès et en finissant par un autre procès, et vraiment qui suit le personnage féminin du début à la fin. Malheureusement, je pense que le film a sans doute eu moins de succès que d'autres films de la même époque, parce que tu vois qu'il est bien abîmé, signe d'une mauvaise conservation de la pellicule, malheureusement. J'ai envie de rebondir parce que pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à un truc. J'ai une recommandation. Bon, c'est pas vraiment je l'ai pas fini, donc je sais pas si, mais je recommande parce que j'ai passé un bon moment. Il y a Sophie qui a prêté à Faye un livre qui s'appelle Les Chroniques Martiennes, et du coup elle me l'a passé et j'ai été trop content. Je me suis dit, oh trop bien. J'ai adoré John Carter. J'avais envie le film John Carter. Et je me dis, ah mais j'ai trop bien, je vais pouvoir découvrir commencer en bouquin. Et je commence à l'écouter puisque c'est un livre audio. J'écoute en fait c'est des petites nouvelles. Et je me dis, ah c'est bizarre, je savais pas que le truc de John Carter c'était des nouvelles au début. Donc la première c'est sur une martienne qui rêve qu'il y a des humains qui vont arriver sur une fusée sur Mars, et elle en parle à son mari. Et son mari il est pas très sympa. Et bon, je vous laisse découvrir ce qu'il arrive. Je vais, ah c'est marrant, je savais pas qu'il y avait je me souvenais pas que dans John Carter il y avait un bail avec des fusées et tout, mais la façon dont il décrivait Mars ça ressemblait un peu. Donc je me disais ouais bon bah d'accord, je continue. Deuxième bouquin, deuxième nouvelle, c'est des humains qui arrivent sur Mars, qui vont parler à des Martiens en disant ouais on est les pros, on est la deuxième équipe qui a été envoyée sur Mars. On vient de la Terre, je sais plus combien de planètes après le Soleil. Vous devez être super contents de nous découvrir. C'est trop con. Et les Martiens n'en ont rien à foutre. Vraiment, n'en ont rien à foutre. Et il y a un espèce vraiment, moi, ça m'a fait penser à la quatrième dimension. Il y a vraiment un côté mélancolique, SF, quatrième dimension. Et je veux dire, ces nouvelles, elles sont trop bien. Mais où est John Carter? Mais qu'est-ce qui se passe? J'en écoute une troisième.
J'en écoute une quatrième. Spoil pas quand même tout. Ouais, j'arrête de spoiler. J'en écoute bon, j'écoute 5 trucs et il y en a qui sont courtes et il y en a qui sont super longues. Donc je crois que j'ai écouté 5 heures de bouquin et au bout d'un moment je me dis mais c'est pas possible. Et là je regarde la couverture et je regarde le nom de l'auteur et c'était Ray Bradbury. Mais ce n'est pas du tout l'auteur de John Carter qui est Edgar Wright Burroughs. Et non, c'était les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Il y a absolument pas. Je crois que le premier livre de John Carter, c'est Princesse martienne, un truc comme ça, non? La princesse de Mars. Ouais. Et Mars. Il y a juste Mars, quoi. Il y avait Mars dedans, et j'étais certain que c'était les trucs de John Carter, mais non, pas du tout. Mais les Chroniques martiennes, c'est super bien. Vraiment, c'est des petites pépites. Vraiment enfin, si vous aimez bien, si vous avez vu Twilight Zone et la 4e dimension et que vous aimez bien, enfin moi je parle de la vieille version, hein, celle avec le mec de la sorcière bien aimée, je crois, parce que c'est lui qui faisait non, je dis des conneries peut-être. C'est pas lui qui jouait le mec de Samantha. Non, je dis des conneries. Je sais plus s'il y a un lien ou pas du tout. Bref, vous me direz en commentaire si j'ai des conneries. Mais il y a. Tu l'as lu du coup, Sophie, parce que c'est toi qui l'as donné à Faye. Pas encore. Ok. Et si t'aimes bien la SF avec vraiment il y a un côté un peu mélancolique, dépressif, et en mode vraiment. Et c'est marrant parce qu'en même temps on regarde For All Mankind parce qu'elle m'a mis à For All Mankind. D'ailleurs, si vous avez pas vu For All Mankind, regardez, c'est vraiment bien. Ouais, faut que je m'y mette. Elle m'a cassé. Mais maintenant que j'ai fini quelques séries, je peux peut-être m'y mettre. Et en plus cet été il y a Star City qui est le spin-off qui a donné le côté soviétique de tout parce que pour les gens qui n'ont pas vu For All Mankind, je crois que j'en ai déjà parlé, mais il y a un épisode de Geek en série dessus, vous pouvez aller l'écouter. C'est une uchronie où les Russes sont arrivés en premier sur la Lune et ce n'est pas les États-Unis. Et du coup, au lieu, c'est marrant parce que ça fait penser à l'épisode qu'on a fait sur. D'ailleurs, il y a un moment où on voit Enterprise, donc le truc dont on a chroniqué la BD avec Cécile, qui s'appelait. Ah putain, j'ai oublié le nom. Le truc qui est sorti chez Rue de Sèvres. Ah oui, le visage du créateur. Ouais, voilà. Et du coup, on voit, il y a un moment où ils partent et ils n'explosent pas. Ah oui, effectivement. Je me rappelle, on l'avait lu. Ouais. Et d'ailleurs, elle balance c'est marrant parce que il y a un moment où il y a quelqu'un qui donne l'info aux Russes, parce que ils reprennent leurs infos et fait faites attention au truc spécifique qui a fait que après, le Voyager a explosé. Le truc qui est, marrant, entre guillemets, c'est que l'explosion de Voyager, et je crois qu'il y a un autre accident après, a fait que les Américains ont arrêté d'utiliser leur fusée à eux, et quelle autre fusée il y avait disponible qui marchait pour aller jusque dans l'espace? C'était celle des Russes. Donc du coup, ils ont utilisé... En fait, ils ont réussi à s'associer pour envoyer des... Pourquoi ça se tapait pas tout le temps sur la gueule. Notre épisode est un peu spoilé, du coup, le bouquin. Non, ils en parlent pas. Mais en fait, c'est ce qui a donné un arrêt total à la NASA. Ce truc, ça a tellement traumatisé les États-Unis qu'en fait, il y a plus de thunes du tout pour la NASA. Alors que là, du coup, vu que c'est une uchronie et que en fait, ils mettent toutes leurs thunes dans le voyage sur la Lune et après sur Mars, pour ceux qui parce que ça va jusqu'à là après. Enfin bref. Space, on a très bien parlé dans l'épisode. Ouais, effectivement. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Le casting est ouf. C'est fou à quel point Joel Kinnaman est un tâcheron dans ce qu'il fait d'habitude. Et là, il est vraiment bon. Franchement, je me souviens de son rôle dans Robocop où il est ignoble. Je sais pas si vous avez vu. Non, j'ai pas vu. Mais bon, un remake de Robocop, ça ne peut que être ignoble. Oui, et puis sans le réal, quoi, en plus. Donc, merde, je sais pas comment il s'appelle. Le mec a fait Predator aussi, je crois, non? Non, je dis des conneries. Je suis désolé, je suis fatigué aujourd'hui. Merde, comment il s'appelle? Je sais pas.
Je vais chercher pendant que Cécile nous fait sa recommandation. Oui, avec grand plaisir. Moi, ma recommandation cette fois-ci, ce sera un film. Je trouve que c'est la première fois que je propose un film. Ouais. C'est un film qui est appelé La vie rêvée de Miss Fran. Un film dont le titre français va à l'encontre de l'esprit du film, parce que le titre original anglophone se traduit en Parfois je pense à la mort. Donc c'est un film états-unien de Rachel Lambert avec Daisy Radley dans le rôle principal. Et donc Daisy joue Fran, une employée de bureau qui habite dans une petite ville de l'Oregon en bord de mer. Sa vie a l'air parfaitement plate et monotone, elle a la même routine chaque jour. Et elle tient à être la plus discrète dans son bureau. Sauf qu'elle a des pensées soudaines sur sa mort, dans différentes circonstances. Et le quotidien de Fran va être légèrement chamboulé par l'arrivée d'un nouvel employé au bureau qui s'appelle Robert. Et donc ce film, c'est de la tranche de vie qui est parfaite pour moi. Parce que ce que j'ai ressenti en le voyant, c'était d'avoir affaire à une sorte de nouvelle vague, mais version américaine. Tout simplement parce qu'en fait, l'histoire tient sur un post-it, mais les vides sont remplis par l'atmosphère et les dialogues. Le cadre, il est super bien filmé. J'ai vraiment adoré les plans sur cette toute petite ville qui est portuaire. Et pareil aussi, la musique, elle est transcendante. Je l'ai trouvée tellement belle et aussi un peu hors cadre par rapport à ce qu'on est censé vivre dans ce film, que je pensais que c'était justement une sorte plutôt une bande son plutôt qu'une bande originale. Donc ça aussi, c'est une expérience très spéciale que j'aime beaucoup. Et pour revenir à l'histoire, je pense que il y a des gens qui débattent justement sur le personnage de Fran, ce qu'elle vit mentalement. Genre, on ne sait pas s'il est clairement question de dépression ou d'anxiété sociale. Et je vais pas vraiment trancher sur ça parce que j'ai pas vraiment ce genre de condition mentale pour en parler. Mais je peux dire une chose, c'est que si dans votre vie vous avez déjà senti que vous êtes oublié des autres, ou alors que vous avez voulu que vous soyez oublié de tout le monde, alors je vous recommande fortement ce film. Je pense que vous allez vraiment surtout accrocher à ce personnage et aussi accrocher à l'univers qu'il y a autour. Et je fais une mention au casting parce que du coup c'est un film américain. Et on retrouve l'actrice british Daisy Radley qui joue loin de son registre hollywoodien, Star Wars, etc. Et vu que c'est une british qui joue un personnage ricain, elle lutte de toutes ses forces pour avoir un accent américain. Et ça rend sa performance encore plus dérangeante que ça ne l'est censé l'être. Et pour moi, encore une fois, c'était un gros plus. Et voilà, donc c'était ma réco. Donc La vie rêvée de Miss Fran, ou alors Sometimes I Think About Dying, un film de Rachel Lambert. Et voilà, c'est partie de mes nouveaux films qui sont parfaits pour moi. Voilà. Ok. J'ai de l'anxiété sociale et je vis actuellement une dépression. Enfin, ma vie est une dépression. J'attends ton avis sur ce film. Donc peut-être je regarderai. Avant qu'on passe aux comics, je vais juste glisser un petit... Alors c'est pas une reco, parce que je l'ai pas encore vu, parce que ça vient juste de commencer, mais je sais que James avait beaucoup apprécié mon petit Ren. On avait parlé de cette série. Ouais. Enfin, il était traumatisé par elle, je sais pas si c'était apprécié ou traumatisé. Oui, mais après il y a eu des commentaires bizarres sur le mec. Je crois qu'il y avait... Ouais, bref. En tout cas, la personne qui a créé la série Mon Petit Ren a fait une nouvelle série qui est sur HBO, qui s'appelle Halfman, sur une relation un peu qui a l'air toxique, mais avec un côté peut-être attraction, répulsion, entre deux demi-frères, et ça se passe en Angleterre. Et dans le casting, il y a Jamie Bell. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ce comédien. Donc voilà, je me suis dit que ça méritait de vous en parler si vous aviez aimé Mon Petit Ren, voilà. En fait, je me suis un épisode spécial que j'avais pas aimé, mais le reste de la série était pas mal. Il y a tout le délire. Non, j'ai pas envie de spoiler, mais il y a un moment un peu traumatisant. C'est pas une série à mettre entre toutes les mains, je pense. Ah oui, non. Oui, non, Mon Petit Ren, c'était. Mais je pense que là, ça a l'air aussi assez gratiné, on va dire, dans la relation. Okay. Moi, le pitch me fait penser à
Putain, un film de Nolan qui est assez horrifique, dont le nom m'échappe là-dessus. Insomnia. Non. De Xavier Dolan. Dolan, j'ai compris Nolan. Juste la fin du monde. Enfin, je sais pas. On va essayer. Non, celui il est dramatique, mais il est pas. J'ai tué ma mère. C'est Top à la ferme. Voilà. Ah, ok. T'as une relation entre deux hommes qui sont censés être plus ou moins de la même famille, etc. Et c'est hyper toxique, quoi. Ok. Et moi, j'ai confondu Paul Verhoeven et John McTiernan. John McTiernan est le monsieur qui a fait Predator, et Paul Verhoeven est celui qui a fait Robocop. Voilà. Tout à fait. Absolument et pas. McTiernan a mis sur écoute son producteur et il a fait de la prison pour ça. Ne faites pas ça à la maison. Ouais. Ouais. Sa femme aussi, non? Il y avait pas sa femme aussi dans le lot? Je crois qu'il a payé un mec pour qu'il suive sa femme. Enfin, il y a des bails chelous avec McTiernan. Même si c'était un très grand réal. Et je crois que c'est à cause de ça que Rollerball est nul à chier. Parce que son producteur lui a niqué le montage de la fin de Rollerball. Du remake qu'il devait faire avec merde, comment il s'appelle? Jean Reno. Et je sais plus qui c'est qu'il y a dans ce remake nul de Rollerball. Et je voulais dire un truc et j'ai oublié. Putain, merde. Bon, bref, c'est pas grave. Il y a un... Bref. Ah si. Non, bon, bref, c'est pas grave. Juste, si vous n'avez pas vu Tic Tic Boom, regardez Tic Tic Boom. Ton truc m'a fait penser à... Enfin, le film dont parlait Cécile m'a fait penser à Tic Tic Boom. Et en ce moment, j'arrête pas d'y penser parce que il y a tout un délire autour du fait que... Enfin, si vous avez vu Tic Tic Boom, il y a tout un délire au fait qu'il est trentenaire, qu'il vient d'avoir 30 ans. Et qu'il a pas de succès et il voit tous ses potes autour de lui arrêter et je me suis dit qu'il est mort de rire parce que je vais avoir 30 ans cette année. et moi c'est pire que toi, mec. Donc il voit tous c'est juste pour le plaisir, parce que vraiment ce film il est génial, vraiment c'est un des plus beaux films de la galaxie. J'avais envie de le voir, mais je sais que c'est pas de l'avis du gars qui crée la comédie musicale Rent. Donc ouais. Je vais d'abord voir Rent et après je verrai Tic Tic Boom. Mais je pense que c'est intéressant de le tu peux le dissocier, parce qu'en fait ça parle donc de Jonathan Larson qui veut devenir compositeur de comédie musicale. Qui fait un show qui s'appelle Tic Tic Boom. Donc il est en train d'écrire son show. Ça fait plusieurs années qu'il essaie de monter des spectacles et à chaque fois ça marche pas. Il y a tout son entourage. En fait c'était des gens qui viennent du chant, de la danse et de la musique. Et en fait ils sont tous en train d'arrêter. Et même sa meuf est en train de prendre un travail alors qu'elle est chanteuse. Elle est en train de prendre un travail pour devenir professeur de chant. Et elle lui dit oui, viens avec moi. Et lui il dit non, bah non, moi je veux briller, je suis né pour il pense avoir un truc à dire, un truc à écrire, et il y a tout un délire autour de ça. Et en fait il y a toute une chanson autour du fait qu'il a 30 ans et que tous ses potes sont en train de lâcher et que lui non, il pense qu'il faut qu'il a. Et donc il crée cette comédie musicale. Et en fait, petit spoiler, mais c'est pas vraiment un spoiler parce que c'est la vraie vie de Jonathan Larson. Il va créer Rent après. Rent est une comédie musicale de Broadway que moi je connaissais pas, mais qui est ultra connue et qui a explosé. Mais en fait, Jonathan Larson n'a jamais vu le succès de cette comédie musicale, parce qu'il a eu les trucs au cerveau qui explosent. Je sais plus comment ça s'appelle. Anévrisme. Oui, une rupture d'anévrisme le jour de la première de Rent. Putain. Et du coup, voilà, il est mort. Et c'est fou quoi. Enfin, de se dire. Et Andrew Garfield est exceptionnel dans ce film. Vraiment, mais enfin, ce mec a tellement de talent. Les chansons sont trop bien. Déjà, les chansons elles sont écrites par le mec qui a fait Hamilton, le mec qui a fait Miranda, ouais. Et c'est, enfin,
C'est fou. Et si vous êtes fan de, enfin moi je connaissais pas trop tout ce délire de Broadway et de la comédie musicale, mais en fait c'est bourré de références. Il y a que des acteurs, genre il y a les meufs de Wicked dedans. Il y a plein de références à tout l'univers de cette comédie musicale. Et j'en ai déjà parlé à Sophie. J'ai déjà dit à Sophie, regarde ce film, il est trop bien. Et Sophie elle m'a dit, mais moi j'aime pas la comédie musicale, je peux pas regarder. Je pense toujours. Mais vraiment, même si vous aimez pas les comédies, moi j'aime pas les comédies. Moi, tu me dis, genre, tout le monde meurt avant la fin du film, là, déjà, ça peut plus me... Non, mais c'est un beau film, c'est vraiment... Ou à un moment donné, quelqu'un va manger quelqu'un. Non, il y a pas de... C'est vraiment un beau film avec... Moi, je suis pas très comédie musicale. Il y en a vraiment pas beaucoup que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé Hamilton. Mais, les comédies musicales, un peu, tu vois, genre... truc de Notre-Dame, ce genre de truc, moi, j'aimais pas c'est plus mon époque que celle de Cécile peut-être, mais En vrai, je suis des comptes sur Instagram qui analysent un peu les paroles des chansons d'antan, contre cool, et maintenant qu'en fait si tu écoutes bien les paroles, tu trouves que c'est hyper cringe, et les paroles de Belle. Voilà, très très sexiste. est-ce que tu vois, il y a un mec sur Instagram et sur TikTok qui fait une espèce de truc je suis désolé pour les gens qui sont là pour le comics. Je vous ai dit, hein, vraiment, le comics est en point de départ et nous on je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un mec qui est trop drôle. Il fait style, il a un ingé son et donc il y a Ah oui. Oui. Il y a des gens qui viennent. Oui, ça me. J'étais sûr qu'il connaissait Cécile, c'est trop son genre de truc. Bien sûr, oui. Ouais. Et du coup, il fait style de grands chanteurs français qui arrivent et qui viennent chanter, genre, enfin, il y a Aznavour, il y a Sardou, et ils viennent chanter des chansons. Et en fait, les chansons sont turbo cringe. Et lui, il fait plein de blagues autour de ça. Il en a fait une qui est magnifique avec Paul Naref. Elle est. Ouais. Oh, Il fait des blagues en mode arrête de chanter, mec, on devrait se mettre. C'est pas possible. Oui. C'est pas des blagues en mode c'est drôle la pédophilie. Oui. Bah oui. En fait, il remet. Non, le pire avec Paul Naref, c'est que c'est un truc qui est sorti il y a même pas. Il y a Oui, très récemment, etc. Ouais. Oh putain, mon dieu. Et juste marrant, c'est parce que ça provient d'un album. En fait, la moitié est chantée, la moitié instrumentale. Et les morceaux instrumentaux sont magnifiques, et les chansons, en fait, sont merdiques. La leçon, c'est ferme ta gueule, Paul Naref. C'est juste composé. Le clip, il est horrible. Le clip, il est tout en IA. Oui. Dégueulasse. Mais dégueulasse. Mais vraiment, Paul Naref, il a peint... Typique d'une rockstar rincée de notre siècle, hein. C'est normal. Hein. Non, mais pas à ce point-là. Enfin... L'épisode aussi sur 16... Ah oui, ça reste, le mec a twisté. Moi, j'étais trop fan de 16 quand j'étais ado. Mais ouais, je crois qu'on a tous été en mode c'est trop bien, il fait des chansons contre l'extrême droite, et maintenant c'est trop. Mais en fait, maintenant il fait partie de l'extrême droite. Oui. Mais je crois que même dès le 3e album, il était devenu trop. Je crois que il avait déjà brillé. Ouais. Je crois que son 3e album, c'est déjà cringe au possible. Enfin bref. Je sais pas si je réécoute là maintenant du 16. Il y a des genres de trucs qu'il faut laisser dans le souvenir qu'on avait à l'époque. Ouais. Est-ce qu'on en parle du côté cringe aussi du film de Michael Jackson, où tout le monde parle de Michael Jackson mais genre oublie Oui, mais moi ça m'a trop étonné parce que ils ont parlé qu'après la sortie du film. Genre vous pensiez vraiment qu'ils allaient aborder ça? Vous pensiez vraiment que la famille... Alors apparemment, c'est le truc que je comprends pas, parce que la justice apparemment l'a pas retenu coupable et déclaré coupable, etc. Mais apparemment il y a un truc de justice qui fait qu'on peut pas en parler dans une œuvre de fiction apparemment. Ah oui, je connais pas ça. Voilà. Je crois qu'il y a en fait il y a un mec spécifique avec qui il a eu des bails de justice, et en fait ils ont fait un accord à l'amiable et ils ont pas le droit ils en parlent dans la critique d'écran large, parce que j'ai vu la critique d'écran large qui est pas mal d'ailleurs. Leurs vidéos elles sont de mieux en mieux, hein, moi j'ai trouvé ça bien leur vidéo, mais ah ouais, ouais. Après, que tu sois d'accord ou pas avec leur avis sur les films, au moins je trouve que c'est étayé. Enfin, les infos sont étayées, et d'un autre côté, ils se prennent pas forcément au sérieux, dans le sens où ils sont toujours en train de dire c'est notre avis, etc.
Mais il y avait le mec du Parce que cercle avant, je sais plus comment il s'appelle, un vieux avec des lunettes Quoi qui était dans Non. leur. J'ai cru que t'allais dire Bec BD vu que tu parlais du cercle, mais non. Non. Il avait pas. Le mec à lunettes qui a un cheveu sur la langue. Je sais plus s'il a cheveux, mais je sais qu'il était chez eux avant et je sais qu'il faisait des vidéos pour eux et lui il était insupportable. Vraiment je leur nouvelle équipe, elle est vraiment bien. Notamment merde, j'ai oublié son prénom. Demoiselle d'horreur. Demoiselle d'horreur, comment elle s'appelle? Enfin, elle est trop forte. On l'avait eu en podcast, je sais plus pour quelle série, mais en plus elle est trop gentille. C'était vraiment un amour. Enfin bref. Et si on parlait de du Covid? Oui, si on parlait de menstruation. Alors, dans l'histoire de l'humanité. et comme on est vraiment féministes, donc c'est Cécile qui va faire la review. Voilà. Parfait. C'était la meilleure intro, je pense. Je pense que tu pouvais pas, dans l'histoire des intros, tu pouvais pas avoir une meilleure intro que ça. Tu peux me laisser un blond blanc là. Je devais faire la review. Voilà. Je pensais que tu l'avais fait. Ah! Non, mais je l'avais pas fait du tout. attention, là je parle très près du micro, comme ça quand ils feront un montage sonore ce sera très visible pour montrer qu'il faudra cut. Hein. Non, je ne serais Il pas. ne cut jamais. Donc Je peux improviser. Vas-y, improvise. Je pense qu'en fait, il t'a entendu tout à l'heure et t'a dit je prends des notes. Tout à l'heure, il s'est dit oui, ah, j'ai dit, c'est je quelqu'un prends- qui a fait ses devoirs. On peut lui confier la review. Non, Ça sera avec nous. Je viens de Bah passer. écoute, si j'ai lu en entier, ok, je vais faire la review. Hein. Quel bâtard. C'est la deuxième fois que ça arrive, ok? C'est pas que la deuxième fois, à Quand on mon était avis. en radio, je vais balancer des trucs. Quand on était en radio, il y avait Jean à l'époque. Et Jean, il arrivait à faire des reviews. Vraiment, le mec faisait des reviews, mais les meilleures reviews du monde. Et on sortait des locaux de la radio. Je disais, ah, t'as trop géré. Il me regardait, fait, j'ai pas lu le bouquin. Je disais, mais comment t'as fait? Mais tu sais que quand j'étais étudiante, mon coloc, il te parlait, mais genre comme une encyclopédie du cinéma, tu vois, de films que personne n'avait jamais vu, tu vois. Et tu disais, mais où tu l'as vu? Il est incroyable ce film. Tu disais, ah, je l'ai pas vu. Mais tu viens d'en parler pendant 1 heure de tous les détails de l'histoire et tout. Comment que c'est possible? Il y a toujours qui ont un talent pour ça. Ouais, donc ça savent improviser comme ça en urgence. Ce n'est pas mon cas. Moi, je vais être sincère avec vous, je sors de 3 heures de préparation de l'exposition des élèves de Bunka et j'en peux plus. Je suis rincé. Ce matin, je me suis dit ah merde, j'avais un comics à lire et j'ai voulu lancer la lecture du comics. Et le comics c'est génial. Je tiens à le dire. Je spoil mon avis. J'ai adoré le bouquin. Le bouquin est génial, mais c'est dense. Il y a tellement de paroles. Enfin, ça, c'est super verbeux. Il y a beaucoup d'infos et j'ai tenu 150 pages. 150 pages, c'est beaucoup, hein. Surtout pour celui-là. Hein. Sur 256, ouais. Oui, il y a beaucoup de signes par page. Oui, par page. Mais je suis certain que je vais le finir. Je suis certain que je vais apprécier totalement ma lecture et je suis certain que je vais l'acheter puisque je compte me le faire dédicacer. Le bouquin est génial, le bouquin est trop bien, mais c'est pas un truc qu'on peut lire en une matinée. Alors, je sais que Sophie a essayé de le lire en une après-midi. Même pas une après-midi parce que d'habitude je lis à ma pause déj au boulot et puis je finis de lire quand j'arrive. Là j'ai pas eu le temps, c'est le bordel au boulot. Il y a une carte micro SD qui a cramé, il y avait des problèmes informatiques parce qu'on fait une passation, enfin bref, j'ai pas du tout. C'est pas que la micro SD pouvait cramer jamais. Ouais, méfiez-vous, une carte micro SD peut cramer. Putain, j'ai eu ça moi. Moi pareil, j'étais très occupé, je pense que ça a pris 3 jours pour venir à bout de ce livre. Et en plus, toi, t'as lu les livres d'avant, donc oui. T'as encore plus d'infos que nous. Oui, alors du coup, hop, je parle très près du micro pour indiquer que je vais commencer la review et que voilà, c'est le symbole qu'on va cutter. Non, j'en ai rien. Ça va pas cutter. J'ai 4 podcasts avant que je vais faire couper le début, couper la fin, j'en ai rien à foutre. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Donc, nous allons parler de Quand la femme était l'homme, la dernière BD de Uli Lust, aux éditions Ça et Là.
Ouais. Et c'est pour ma part, c'est une nouvelle Lust que l'on découvre, parce que moi j'ai connu cette dessinatrice allemande grâce à l'œuvre qu'il a fait remarquer il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait Trop n'est pas assez, qui est un récit autobiographique de sa jeunesse à l'époque qui avait encore le mur de Berlin. C'est une grosse révélation pour elle. Je crois elle avait même gagné un prix à Angoulême à l'époque. Et donc là, on la découvre dans un nouveau registre. Je trouve, on la retrouve dans de la pure BD documentaire sur l'anthropologie féminine et plus précisément justement la vie en tribu et sur comment en fait le genrage en fait comment la distinction de sexe se faisait à l'époque, et comment aussi une anthropologie féminine a pu permettre de révéler de nouvelles choses sur nos ancêtres. Et je croyais sentir en début de livre qu'on allait avoir un fil rouge avec Uli qui part en voyage pour qu'on ait des rapports parallèles sur ce qu'elle vit avec ce qu'elle raconte en anthropologie. Comme ça, vu qu'elle a déjà l'expérience en autobiographie, voilà. Mais non, on a un début autobiographique qui enchaîne à de la BD documentaire pure et dure, sans qu'il y ait nécessairement de structure logique dans les thèmes abordés, parce que ça parle autant de vie en tribu que de chasse, que des origines de l'histoire de l'art, de la représentation des femmes justement dans cette origine de l'histoire de l'art, de la culture indigène liée à l'enterrement, à la menstruation, et comment tout ça est vu par l'anthropologie qui est surtout masculine et blanche, parce que je me suis rendu compte qu'en fait Lust cite malheureusement 90% de ses sources c'est des mecs blancs. Et voilà, et en plus c'est tout un récit documentaire qui est à suivre. Nous avons affaire là à la première partie où elle se concentre sur certaines tribus qui datent il y a des dizaines de milliers d'années avant Jésus-Christ. Et surtout, elle s'intéresse du coup à des tribus qu'on pourrait situer en Asie ou en Afrique, pour faire un parallèle justement entre cette vie de tribu et comment ça a été affecté par le colonialisme et aussi le capitalisme. Et même il y a tout un parallèle aussi avec les singes. Il y a tout un chapitre où elle compare les différentes sociétés chimpanzés. Enfin, elle parle des bonobos, elle parle des chimpanzés. Oui. Elle parle des et du coup, elle fait une espèce de relation avec les sociétés humaines qui c'est super intéressant de se dire. Enfin, il y a tout un délire. Après c'est sur 2 pages, donc c'est moi qui. Mais moi, ça m'a fait un petit coup de ouais, en fait, que quand tu regardes l'entièreté de l'écosystème de la Terre, l'humain, c'est tellement une branche minuscule de cet écosystème, et on se prend un peu pour le truc au-dessus le point culminant de l'évolution, alors que pas du tout en fait. C'est juste une petite branche d'un arbre qui est gigantesque, quoi. Ouais. Il y a une vidéo, je crois que c'est Arte, sur est-ce que l'humain est si important que ça. Je crois que c'est ça le titre. Oui. Et en fait, ça montre déjà sur le plan des espèces, après le temps de l'histoire de la Terre, enfin des vies d'êtres vivants sur Terre, ensuite de l'histoire de la Terre, ensuite de l'histoire de l'univers, etc. Et montre que vraiment on est peanuts, sauf dans les conséquences de nos activités. Voilà. Là, on est très rapide sur ça. C'est ça. Voilà. Il y a un truc qui est repris dans. C'est un truc d'un vulgarisateur scientifique américain qui est repris dans le film qui est trop cool de Mike Flanagan, qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle le truc avec Tommy Lawson. J'ai oublié le nom. Oh putain. Mais bref. En fait, il fait un parallèle avec une horloge. Et qui nous demanderait mais c'est plus l'histoire de c'est Life of Chuck, hein. Ouais, Life of Chuck, ouais. Si on regarde l'histoire même pas de l'humanité, même pas de la Terre, mais l'histoire du cosmos, et en fait si tu la mets au niveau d'une horloge, l'histoire de l'humain, c'est la dernière seconde avant minuit, en fait. Tellement, en fait, l'humain, on est
rien du tout. Dans cette immensité mais après c'est pas trop le propos de Ellie Lust, qui en fait elle prend un peu quand on voit tout le délire masculiniste et moi je l'ai pris comme ça. Après je sais pas si c'était son propos, mais tout le délire masculiniste et le délire de on est des hommes forts, et il y a une espèce de parallèle à un moment avec le mansplaining où elle est dans son avion à côté d'un mec qui vraiment prend ses aises et prend toute la place et se dit oui, je suis l'homme doit être comme ça, l'homme est fort, et l'humain est au sommet de la hiérarchie de l'évolution parce que il a réussi à prendre à être égoïste et à devenir fort et à prendre sa place, mais en fait pas du tout. Elle fait un rapport avec le fait que on est fort parce qu'on fait des concessions et qu'on est des êtres civilisés. Enfin, on a pu évoluer, et notre espèce a pu évoluer et être ce qu'elle est maintenant parce que on a fait des concessions et que justement on est dans des sociétés où le partage et plus trop maintenant, mais à la base le partage et le fait de vivre ensemble était le cercle, quoi. Je pense que c'est encore le cas, hein, parce que je sais plus qui disait ça, mais qu'en gros t'as beaucoup de gens qui par exemple vont émigrer dans un pays parce que ils gagneront bien plus avec la mendicité, donc la générosité des gens du pays où ils viennent, que dans le pays dont ils viennent. Pour X raison, il y en a qui peuvent parce qu'ils ne peuvent pas bosser, etc. Et même quand je vois, tu vois, en fait, par exemple sur TikTok, il y a quand même un espèce de réseau d'entraide envers les Palestiniens. Tu vois que genre à aucun autre endroit, en fait, personne n'en parle. Les seules personnes qui parlent de ce qui se passe là-bas et qui leur portent en plus qui portent les voix des gens, c'est-à-dire qu'ils partagent plutôt que raconter eux ce qu'ils ont vu, tu vois. Vraiment tu vois ça sur cette plateforme, quoi, et un peu peut-être sur Instagram, mais surtout sur TikTok, je trouve, et tu vois, tu te dis finalement ça redonne un peu d'espoir dans l'humanité. Tu te dis ok, il y a quand même des gens qui se soucient et qui vont pas, en plus qui parlent pas à leur place, tu vois, qui juste partagent leurs propos et les mettent en valeur, alors que tous les médias qui appartiennent aux milliardaires refusent de le faire, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que c'est plus ça le problème, hein. C'est pas la coopération entre les humains, c'est la non-coopération de quelques humains. Ouais. La non-coopération d'une minorité, alors que t'as une majorité de gens qui aimeraient peut-être être plus altruistes et plus empathiques. Et quand tu vois les dégâts qu'ont causé la colonisation, en plus, moi qui avais lu Babel de Kwang, elle mettait en exergue le fait que la souffrance de ce que subissaient les peuples colonisés, mais aussi ce que subissaient les travailleurs pauvres des pays colons, parce que en fait, du coup, on leur enlevait leur travail pour le donner à des esclaves. Et donc du coup, c'était des gens qui s'appauvissaient dans leur pays, et le pays colonisé qui s'appauvrissait aussi. Et la force de ce bouquin, c'est de mettre ces deux populations en entraide et de faire putain oui, on aurait trop voulu voir ça à l'époque, mais voilà. Et en fait, quand tu vois du coup les dégâts d'accusation, c'est quand même pour une poignée de propriétaires terriens richissimes qui étaient bien mis avec le roi, qui d'ailleurs, toutes les barbaries qui ont été faites même par le roi des Belges, c'est parce qu'il possédait la terre et qu'il avait des revenus avec. C'est pas, heureusement, c'est pas tout le peuple belge qui voulait faire ça, quoi. Même quand tu vois l'histoire de la décolonisation, de l'arrêt de l'esclavage, où au final, c'est les propriétaires d'esclaves qui ont été indemnisés plutôt que les. Mais les mecs, alors c'est Histoire Crépue qui partage certaines histoires, et Yann Toucourt qui partage certaines histoires que, en fait, ces mecs-là, c'était des génies du mal, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à embobiner les révolutionnaires qui étaient plutôt populaires et qui voulaient aider justement les esclaves. Ils ont embobiné en faisant non mais on fait ça pour eux, etc. Enfin, ils ont embobiné tout le monde pour obtenir ce qu'ils voulaient.
et niquer un maximum d'esclaves en fait au passage quoi. Et au point que encore aujourd'hui il y a des gens qui ignorent que si Haïti a été aussi dans la merde financièrement, c'est parce qu'il a dû payer la dette. Ils ont mis genre 300 ans je crois à payer la dette que la France leur a contraint à payer pour rembourser la libération des esclaves quoi. Mais si vous connaissez le manque de gains estimé par les Ouais. Si vous connaissez pas Histoire, enfin je sais pas si vous avez entendu, mais si vous connaissez pas Histoire Crépue, allez voir leur contenu, hein, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font, c'est vraiment du super travail. Et cette BD est géniale, c'est marrant. Oui, revenons à la BD. Oui. C'est marrant, ça commence un peu, je sais pas si t'en as lu, Cécile, je crois que Sophie elle connaît pas, mais au début j'ai cru que ça allait commencer un peu à des bails un peu à la Florence du Pré-la-Tour. Où on la voit aller à l'église et tout. Je dis tiens, bah ça me fait penser à Jumelles ou à ce genre de trucs. Bon, pour ceux qui connaissent Florence du Pré-la-Tour, ça part dans des bails vraiment beaucoup plus autour des balisés du Florence du Pré-la-Tour. C'est très drôle, hein, mais c'est vraiment pas le même style de bouquin. C'est très c'est très. De quoi t'as dit quoi? Faut un peu encaisser parfois. Ouais, mais tu sais qu'elle est à la Comédie du Livre. Ah, cette année, je savais pas. Si, elle y est. J'ai trop envie de la voir, moi. Elle a fait un bouquin. Ce bouquin, c'est une dinguerie. Je sais plus comment il s'appelle. Merde. Le truc où elle fait le nain du chaos, là. En fait, c'est une meuf qui écrit sur sa vie. Elle a fait jumelle. Parce qu'elle a été, elle est jumelle. Elle vient d'une famille qui est un peu turbo catholique, mais vraiment à fond. Et elle l'est pas du tout, elle. Il y a dans Jumelle, il y a toute une espèce de discours autour de Jésus et tout. Et le fait que, en fait, le bouquin de Lilus commence un peu comme ça, où on la voit aller dans une église, se poser des questions face à Jésus, et Florence du Pré-la-Tour se pose un peu des questions comme ça. Et je me suis dit tiens, ça va vraiment partir sur un truc vraiment autobiographique. Et non, pas du tout. C'est vraiment beaucoup plus tourné autour du scientifique, et on dirait un espèce de mélange entre Mario Montaigne et Florence du Pré-la-Tour, avec moins de blagues. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un neuro-A qui fait un tunnel sur un sujet. Genre, je me suis intéressée à un sujet et pfiou, je pars. Un peu ça, c'est vrai, ça commence à faire un truc bizarre, puis d'un coup, paf. D'autant qu'il y a des espèces de petites digressions, où il va y avoir des petites histoires, ou alors on va aller détailler un passage ou un sujet, comme par exemple les menstruations à la fin. Et d'ailleurs, Cécile, quand tu disais qu'elle cite que des anthropologues masculins, c'est vrai au début, mais tout ce qui est le passage sur les menstruations, ce n'est que des anthropologues féminines qui citent. Et j'ai même l'impression qu'en fait, au fur et à mesure, elle, d'ailleurs, quand elle parle d'anthropologues masculins, elle met entre parenthèses, entre guillemets, certains de leurs propos qui sont ultra misogynes quand même, ou racistes, des fois les deux, parce que pourquoi pas avoir le bingo. On peut enchaîner. Il n'y a pas de problème. Hein. Et qu'elle se départ au fur et à mesure de ces vieux gars pour mettre en avant peut-être plus des anthropologues plus récents, plus modernes, et en tout cas qui sont un peu moins cringe. Voilà, et à la fin, des anthropologues femmes. Et moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est que j'ai fait des recherches sur les Inuits et les premiers peuples qui correspondent à l'Alaska et au Canada. Et il y avait des éléments que, genre, j'avais vus, mais j'avais pas compris pourquoi. Notamment les chasses à la baleine en couple, que tu vois dans la série Chronique Article, qui est sur Netflix, que je recommande au passage, une excellente série, feel good, mais en même temps t'apprends plein de trucs. Et en fait, c'est une nana qui est inuite et qui arrête pas de donner des leçons à sa patronne qui est blanche, mais qui essaie d'être bien, d'être genre pas raciste, etc. Et qui du coup s'excuse tout le temps, et c'est super drôle le binôme entre les deux. Et donc bref, on la voit chasser avec son mec et elle quitte. Tout le truc de la série, c'est qu'elle abandonne son mec parce que le mec, vraiment, c'est fournier, il est sur le canapé tout le temps, quoi, et en plus, il la trompe, quoi. Bref. Et en fait, je voyais ça, mais je comprenais pas pourquoi. Et du coup, là, ils expliquent
pourquoi la relation qu'il y a entre justement pourquoi la femme est du coup parce que la femme est sur le bateau mais elle ne fait rien pendant la chasse. Elle est vraiment devant le bateau et voilà. Et à un moment donné, même dans la série, il se passe un truc où je me suis dit c'est chelou, elle avait pris des champis ou quelque chose. Et en fait, c'est suggéré qu'elle verrait la déesse Senna. Et du coup, bah, ça fait sens quand tu lis la BD, en fait, puisque justement, c'est un moment de communion et de sacré. Et du coup, bah, je fais, oh, mais c'est trop bien d'avoir ce détail. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup de détails que vous allez avoir. C'est très verbeux, comme a dit James. J'ai réussi à finir le lire, mais mon secret étant de lire pendant que James fait ses multiples recos. Pour gagner du temps. T'as le temps de lire 300 pages pendant ce temps-là. C'est très vrai. J'aurais pu continuer pendant que vous parliez, mais. Et du coup, t'as tellement de détails. En plus, t'as des références. T'as envie de noter à chaque fois qu'il y a des références en mode, bon, attends, faut que je regarde ce truc-là. Enfin, quand c'est des références, pas de gens cringe. Et on parle de tellement de peuples et d'endroits différents et de même s'il y a des thématiques qui reviennent, hein, par exemple le fait que les chasseurs-cueilleurs et du coup, les premiers tribus nomades étaient beaucoup plus dans le respect, ne chassaient, il y avait une espèce de, ils faisaient des rituels funéraires pour les bêtes qui chassaient, etc. Parce que bah du coup moi je savais pas, donc j'ai appris plein de trucs en lisant cette BD et mais c'est hyper touffu parce que du coup on va passer on voit pourquoi ils font le rite sacré pour chasser, etc. Ensuite que ils font le rituel pour funéraire pour la bête. Ensuite quelle bête ils vont chasser, comment ça se passe, etc. Enfin bref, on passe d'un sujet à un autre et à chaque fois il y a plein de références et plein de détails. Et des fois tu peux avoir la même planche, des images qui vont illustrer quelque chose, le texte qui va parler d'autre chose et qui revient après dessus. Bref, c'est vraiment particulier comme lecture et assez touffu et ça peut être complexe. Donc, c'est bien en fait. Tu lis un chapitre, après tu te poses, tu réfléchis à ce qu'elle a écrit et puis après tu peux même revenir dessus. Moi, je suis certain qu'il y a des trucs sur lesquels je vais relire et que je vais noter. Je vais aller faire des recherches. Pour compléter un peu ce qu'elle dit parce que c'est passionnant quoi. D'autant que il y a certains termes qui sont laissés en allemand et qui expliquent pourquoi. Et du coup moi ça me donnait le même feeling que quand je lisais à un moment donné du Freud où en fait il y a des termes en allemand effectivement qui sont hyper précis et que du coup ils t'expliquent la traduction et pourquoi ils ont utilisé ce terme. Du coup je trouvais ça marrant parce que justement à un moment donné il y a une référence à Freud il me semble pour son côté un peu de reprocher à la femme. La mère. Voilà, la mère. mais du coup, je me dis, ah ouais, tu vois, le même truc. Est-ce que tous les Allemands ont ce truc-là quand ils passent à la traduction, d'expliquer les petites nuances des termes? Bon, en même temps, moi, ça me fascine. J'adore, que ça s'appelle, quand on remonte à l'origine des mots et qu'on explique l'étymologie. Pourquoi la traduction? Voilà, l'étymologie. Et les particularités de la traduction. Donc, je trouve ça très bien. Mais je me dis, ça rajoute c'était ce que je m'étais dit en lisant Freud, ça rajoute de la donnée en plus et du coup faut que ton cerveau soit pas surchargé quoi. Encore plus de couches. Mais en plus c'est vers le début du récit, j'avais beaucoup aimé, c'est qu'à un moment elle parle la traduction du mot fille, Mensch du coup, Das Mensch ou alors Der Mensch du coup ça veut dire autre chose. Alors Das Mädchen ça veut dire fille. Et alors ça c'est le terme à la base, puis ensuite du Das Mensch, ça devient fille, je crois. Ouais, je sais plus. Mais le problème c'est que la forme neutre, du coup, c'est Das Mensch, mais ça veut dire garce aussi. Alors que si tu dis Der Mensch, c'est la forme masculine et ça veut juste dire être humain en fait. Ouais. Et ça en plus c'est une note de traduction. Donc j'ai adoré le fait que la traduction en fait s'aligne avec le message de Louis Lust en fait sur le jorage. Mais complètement. Mais et en lisant en plus tu te dis toi français, c'est marrant parce qu'on a le même problème dans la langue française. Absolument. C'est fou. Mais c'est super, hein, c'est super. C'est une lecture qui est super agréable. Bon, à lire comme ça d'un coup. Et puis il faut kiffer l'anthropologie quoi. Si vraiment si t'aimes pas l'anthropologie, bah, tu vas te faire chier quoi. Ça a été c'est pour ça que j'hésite en fait à recommander cette BD parce que je la trouve très intéressante sur le sujet
C'est juste que moi, si je parle en tant que fan de Hollywood, surtout en tant que fan de Trop n'est pas assez, qui est un récit autobio punk qui est très cru, et que là, je la vois maintenant, je sais pas si elle a la quarantaine ou la cinquantaine, aborder carrément le chose, du coup, à faire des tunnels sur l'anthropologie. Je me sens un peu dépaysé. Je veux dire qu'avant c'était plus du Florence du Prélatour et maintenant c'est Voilà, on peut dire ça. Ça c'est devenu un peu plus Baju, on va dire, mais encore plus scientifique. D'accord. Après c'est pas moi j'aime bien Baju hein. Même si moi aussi. on m'a dit que son dernier bouquin était pas top, mais je me suis fait la réflexion que c'était tellement verbeux bavard. Il y avait tellement de textes que c'était limite un livre illustré, mais où le texte est plus petit que les images. Oui. Et t'es en train de dire. Et alors j'ai une grosse pensée pour la personne qui a fait les lettrages, voilà, parce que là il y avait du boulot. Beaucoup de taf. Moi, personnellement, j'avais mal au poignet rien que d'imaginer ce que ça a dû être. Et j'ai l'impression qu'elle a illustré plus de statuettes de l'histoire de l'art que de cases. ah oui c'est vrai qu'il y a plein de statuettes à un moment. Il y a des tonnes. T'as toutes les Vénus, Willendorf, Annele, il y a tout le monde. Ça, c'est vrai qu'elles sont fascinantes, ces statuettes. Mais du coup, moi, j'ai l'impression qu'au final, elle part du principe de je vais vous expliquer l'histoire de cette statuette. Et après, elle part sur. Non, mais en gros, je suis même pas bien sûr que j'ai eu l'histoire des statuettes au final. Il y a aussi, voilà, c'est manque de structure en fait. Genre, j'ai l'impression qu'elle a un peu improvisé sur ce qu'elle écrit. Et en fait, vu qu'en plus c'est un récit à suivre, je peux pas encore me plaindre de si elle va aborder tel sujet ou pas. Genre moi, je me demandais est-ce qu'elle va parler justement du moment où dans les langues latines, en fait, il y avait une période où vraiment il y avait pas de genrage féminin. Les femmes se prenaient un genrage masculin et après il y a des pronoms, il y a des termes féminins qui ont été créés. Est-ce qu'elle va parler de ça, etc. Bah peut-être, j'espère. Enfin en tout cas j'ai confiance en elle pour en parler dans une suite. En fait, son bouquin, c'est une vidéo de merde, comment elle s'appelle, de Lizzie Brim, mais en. Eh oui, j'y ai pensé aussi. C'est une vidéo de Lizzie Brim, mais en BD. Et je pense que Lizzie adore. Ah ouais. Il faut que tu lui envoies. C'est tellement Lizzie Brimcore. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est quelqu'un qu'on a déjà eu en invité, qui fait des vidéos très très longues. Sur des sujets très très spécifiques. Jésus et Sonic, par exemple. Ouais. Et pourtant, sa vidéo sur les sorcières est assez. Ouais, c'est cadré quand même. C'est quand même cadré. La vidéo sur les sorcières, elle est cadrée. Elle est très longue, mais elle est cadrée. Elle est cadrée et en plus de ça. Enfin, je trouve que le sujet est plutôt large. Enfin, c'est pas trop spécifique, mais. T'as vu son vlog où elle part à Tokyo? Non. Il y a un quart d'heure sur les trains. C'est juste elle. Non, mais en même temps, les trains. Il y a un train. Vous savez qu'il y a plusieurs communautés sur les trains et que un de nos anciens premiers ministres en fait partie. J'écoute un podcast sur les communautés cheloues sur Internet. Je veux pas call out quelqu'un qui fait partie de l'émission. Il y a Judas qui a vraiment il a un kink sur les transports en commun. Sachez, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il a refait toute il a redessiné toute la truc de transport en commun de Montpellier et il a fait les lignes de bus qu'il aimerait avoir. Et super. Mais en fait, il a fait un mini métro. Oui, mais sur un vrai, il a son truc à lui avec il a vraiment la carte de Montpellier redessinée, nanana, et c'est son délire. Il passe des heures à faire ça. Et c'est son. Moi, je suis allé. Il y a un moment où je jouais beaucoup à une espèce de SimCity, mais version upgrade qui est sorti. Merde, je sais plus comment il s'appelle. C'est un jeu pour créer une ville. J'ai plus le nom. Mais, je crois voir de quoi tu parles. Il est un peu long. Un truc du genre comme ça. Là, voilà. City Skyline. Du coup, j'ai fait l'erreur de lui dire j'ai commencé à jouer à City Skyline et il me dit trop bien, viens à la maison, je te montre ma vie.
On a passé une après-midi dans sa ville où il m'explique, on a fait des tours de métro dans sa ville où il m'expliquait. En vrai, c'était passionnant, hein, parce que vraiment le mec est à fond sur son truc et c'est trop intéressant. Mais tu sais que des gens qui vont créer dans des jeux des trucs. Alors il y a Charline Danger qui a dit qu'elle avait fait une ville palais dans un jeu et elle invite les gens à venir l'aider à faire parce qu'elle veut aboutir à ce projet et elle sent qu'elle va pas y arriver toute seule. Et il y a carrément c'est sur Minecraft je crois des journalistes, et alors par contre c'est un projet de ouf ça, qui ont créé une espèce de bibliothèque sur Minecraft où en fait ils ont mis tous leurs articles qui ont été censurés, et genre apparemment c'est la meilleure ressource qu'on ait sur la censure actuellement dans le monde, genre à peu près, je crois qu'en Russie c'est l'une des plus grosses bibliothèques quoi, la plus chargée. sur Minecraft. Mais sur Minecraft, ouais. C'est dingue. Ouais, mais la communauté Minecraft est assez énorme apparemment. Et moi j'avais déjà rencontré un mec qui voulait que, genre on était plusieurs auteurs avec qu'il avait contacté, il voulait qu'on crée toute une section avec des histoires horrifiques sur Minecraft. Et moi j'étais en mode ma nièce elle joue sur Minecraft. Je connais que des enfants, je crois pas que nos récits bien salés d'auteurs horrifiques sont destinés à des enfants quoi. Je suis pas sûr, hein, parce que il y a des espèces de creepypasta autour de Minecraft. Bon après ça reste des creepypasta adolescents débiles, mais bah oui, mais je pense que c'est mieux que ce soit des adolescents justement qui écrivent ce genre d'histoire, oui, que dans leur des adultes qui ont plus de 30 ans qui ont une expérience et une vision du monde qui est pas la même quoi. Oui, effectivement. Je pense. En plus, on n'est pas des auteurs jeunesse, hein, donc. Et c'est marrant, moi, ça m'a fait penser à un truc, bon, ça a rien à voir, mais je reviens à la BD. Je voulais dire, la BD est un point de départ, mais ça m'a fait penser à la dernière vidéo, je sais pas si tu l'as maté, de Opuscule. Non, c'est pas Opuscule. C'est Occulture. Occulture, voilà, putain, Opuscule. Opuscule, c'est une librairie à Montpellier. N'importe quoi. Occulture, qui parle des momies. Et c'est fou. La vidéo est géniale. Enfin, j'aime beaucoup ce que font les gens de Occulture, qui parlent. C'est un couple qui parle d'occulte en fait. Et c'est surtout du debunk. Enfin, il y a de la mythologie, il parle de mythologie, et des fois c'est un peu du debunk de, notamment le délire autour des frères de la famille Warren, et les films Conjuring sont partis d'affaires, entre guillemets, hein, oui. Entre gros guillemets, ont été menés par ces personnes qui sont des énormes arnaqueurs. Des escrocs, ouais. Des escrocs, hein, c'est tellement des escrocs. Et du coup, ils parlent des affaires qui ont, genre, Amityville fait partie des affaires donc qu'ils ont traitées. Et Amityville est une énorme escroquerie. En plus d'être une série de films très très moyens, dont un remake avec Ryan Reynolds, qui est vraiment pas terrible du tout. Si vous l'avez vu, ne le voyez pas. Vraiment, si vous l'avez pas vu, ne le voyez pas, c'est vraiment nul. Et là, ils ont fait un truc sur les momies, et c'est dingue à quel point en fait il y avait un espèce de délire à l'époque où l'égyptologie a explosé. C'était en plein boom de l'occultisme, notamment en Angleterre. Et du coup, les deux trucs se sont mêlés, et ça a créé cette espèce de histoire de malédiction autour des momies, qui n'ont rien à voir avec la culture égyptienne, et qui c'est totalement emprunté par la littérature britannique, et qui ont mis leur lore dedans. Et il y a un truc qui est vachement, je sais pas si tu l'as vu, Sophie, du coup. J'ai un doute parce que j'avais écouté des trucs sur justement les malédictions qui te conclut que en fait il y a aucune malédiction, mais il y a absolument aucune malédiction, hein, ils ont et que genre en fait c'est un peu comme quand il y a un film d'horreur, pour prévoir le film d'horreur, ils disent regardez tous les trucs bizarres qui sont passés autour du tournage, et en fait oui, il y a des gens qui sont morts, mais genre à 10 ans d'écart quoi. L'exorciste, on pense à pas. C'est ça. Et même ça n'empêche pas que quand même le réalisateur de l'exorciste turbo toxique avec sa comédienne, mais ouais, c'est clair que cette notion d'exagérer. Mais du coup, je suis pas sûre d'avoir vu cette vidéo.
Mais du coup, il y a un truc intéressant dont il parle dans cette vidéo que j'ai trouvé vachement intéressant parce qu'ils sont partis d'une autre culture et la culture maya. Et ouais, je crois que c'est maya, ouais, au Pérou, où en fait ils ont comme c'est des momies qui ont été retrouvées du coup dans les Andes, donc vraiment à des kilomètres, enfin à une altitude très 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 haute. Donc en fait les momies elles sont complètement conservées par le froid et par le permafrost. Du coup bah en fait c'est comme si en fait elles venaient d'être posées là et on les retrouve. Enfin, elles ont genre la meuf elle a des cheveux tressés, elle a encore tous ses cheveux vraiment conservés de façon optimale et tout. Et il y a eu une espèce enfin il y a un délire de la science a pris complètement le pas sur tout ce qui aurait pu être sacré pour les gens, parce que enfin c'est une religion et une mythologie qui est encore inscrite dans les gens qui habitent là-bas. Et en fait c'est enfin les personnes qui se sont sacrifiées, parce que en fait c'est des sacrifices humains, ce sont des gens qui montent à la montagne pour communiquer avec les dieux et qui sont au courant. Enfin c'est pas des sacrifices en mode on va te choper, c'est une espèce de dommage pour eux de dire oui on du coup c'est des enfants, donc le consentement je ne sais pas, mais bref, il y a un délire de la science a pris le pas sur tout ce qui aurait pu être sacré et tout ce qui aurait pu être religieux par rapport à on a pris ces momies et on les a enlevées de la place où elles étaient, qui était sacrée pour les personnes pour le peuple, enfin pour les Péruviens. Et on s'est à aucun moment posé la question mais est-ce que en fait on n'est pas en train de désacraliser quelque chose et de toucher à quelque chose qu'il faut pas toucher, quoi. Et cette question moi je l'ai trouvée vachement intéressante de me dire en fait ouais la science prend le pas sur des trucs qui auraient pu être potentiellement Après c'est pas que la science, hein. Tu sais, quand c'était il y a un épisode de Charlie Danger justement sur enfin quand il y a eu l'attrait de l'égyptiologie, etc. Tous les mecs qui étaient riches et qui sont allés en mode en fait ils avaient aucune méthode scientifique. C'est juste qu'ils avaient de la thune pour y aller et ils se prenaient pour les scientifiques mais ils en étaient pas, et en fait ils te défonçaient tous les lieux pour trouver des trucs. Après là où on peut remettre en question un peu de nuance en question aussi, c'est que justement le podcast que j'écoute sur des communautés bizarres, enfin des communautés sur internet, il y en a qui est sur les gens qui sont avec un détecteur de métal et qui font des recherches, et un peu leur truc c'est pas de retrouver des clés perdues dans une plage mais trouver des vieux objets, quelque chose qui a une valeur archéologique. Et du coup les archéologues ils détestent ça, mais d'un autre côté en fait il y a tellement de choses à voir et il y a tellement pas assez d'argent donné aux archéologues, et d'autre part il y a tellement de destruction qui est faite parce que on va construire un hôtel, on va construire un immeuble, on va construire une route, etc. Ou même les pesticides qu'on met dans le sol qui défoncent tout, que au final des fois vaut mieux qu'il y ait un clampin qui fasse de la merde mais qui récupère un truc plutôt que la destruction, parce que de toute façon malheureusement la société actuelle qu'on a parce que par exemple les pyramides elles sont au milieu des villes, hein. Oui. Mais là pour le coup c'est des pour le cas de ces momies là, c'est des archéologues compétents, enfin des gens c'est des c'est des scientifiques quoi qui sont arrivés et qui ont dit on va récupérer ces trucs. Mais après que ça soit un questionnement, enfin moi ce qui me pose problème c'est que les gens ne se sont même pas posé la question. Il y a pas eu de dire voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de casser quelque chose. Ça aurait été intéressant de poser la question, de se dire est-ce qu'il faut demander le consentement aux gens qui habitent ici, est-ce qu'on n'est pas en train de désacraliser quelque chose qui est important pour une communauté. Et T'as un passage dans la BD qui parle de ça, c'est sur les peuples de Sulawesi qui se situent en Indonésie, je crois. Ouais. Et c'est en fait c'est les explorateurs, donc je crois que c'est les frères, je sais plus s'ils étaient allemands ou italiens, enfin en tout cas européens,
deux frères explorateurs qui en fait ont vraiment craché sur toutes les traditions du peuple et ils voulaient explorer une montagne. Et le peuple, du coup, leur expliquait que non, faut respecter les traditions. En fait, faut vraiment pas fouler ces montagnes, etc. Et eux, ils s'en foutent. Et pareil, ils ont dit, s'il vous plaît, veuillez au moins respecter l'écosystème du coin. Et après, ils disent, ah, mais en fait, on a vu des oiseaux tellement rares qu'en fait, Ah oui, je me souviens de ça. on n'a pas respecté ça. En fait, on les a flingués. Hein. Voilà, il y a ça et d'autres passages dans la BD qui m'ont bien rappelé qu'il faut absolument détester le colonialisme et il y a une anecdote, je crois que c'est un fils Rockefeller. Il y a un fils Rockefeller et je crois que c'est pour ça que les Rockefeller sont pas arrivés en politique parce que c'était lui qui devait passer en politique à une époque. Pour les gens qui savent pas, les Rockefeller c'est une espèce de dynastie américaine, ils sont pétés de thunes. Et ça aurait pu être l'espèce de Kennedy à une époque. Et du coup, celui qui avait un peu de hype et un peu enfin qui faisait un peu de politique est parti en vacances. C'est en Afrique, mais je sais plus où exactement. Et en fait, il est parti et il dit ouais, j'ai envie d'aller nager à un endroit. Et en fait, il s'est fait choper c'était une tribu qui était pas connue, enfin qui était vraiment pas, parce que c'était un endroit complètement perdu. et je crois que les gens de là-bas ont caché la mort du mec parce qu'ils ont dit si on en parle, ils vont arriver et ils vont tout défoncer. Et en fait, il y a un des fils Rockefeller qui s'est fait cannibaliser parce que il est tombé sur une tribu cannibale qui l'a bouffé. Et ils ont jamais parlé à personne, ça a été révélé des années après parce que les groupes locaux et je crois que je sais plus si l'ambassadeur était au courant ou pas, ils ont caché le truc à tout le monde parce qu'ils se sont dit si les Américains arrivent là, ils vont tout défoncer et et ça va être tellement un scandale international que ça va niquer tout notre écosystème et toute notre économie. Donc, on va cacher le fait que le mec est mort et s'est fait bouffer par des cannibales. Voilà. Et peut-être que je n'ai absolument aucune source de cette histoire. Peut-être que c'est totalement du bullshit, mais allez faire mes références en source en commentaire et dites-moi si je dis du bullshit. Bah après, je sais plus dans quoi j'ai entendu ça. J'espère que ça m'étonnerait pas. Voilà, parce que c'est plausible. Je crois que j'ai entendu dans quelqu'un qui faut plus citer maintenant parce qu'il est cancel. Donc je vous dirai pas son nom. Okay. Mais je crois avoir peut-être. Non, en fait j'ai 3 personnes en tête là, donc c'est compliqué. Il y a un lien avec Charlie Danger pour les gens qui comprendraient. Oui, voilà. Voilà, c'est cette personne-ci spécifique, je crois. Voilà. Mais c'est pas grave. Voilà. Mais pour revenir à la BD, pour revenir un peu plus du coup sur l'aspect graphique de la BD parce que c'est très c'est très axé BD documentaire. Il y a vous allez passer plus de temps à lire qu'à regarder, franchement. Mais il y a quand même certains passages que je trouvais très intéressants. Enfin, du coup, le moment où du coup je trouve Ulysse reconcentre plus sur de la mise en scène, c'est tout le passage sur les Khoisans. C'est une tribu d'Afrique australe où en fait on suit. En fait, elle retranscrit un documentaire qui parle d'une scène de chasse de gazelles qui s'étend sur beaucoup de temps et de distance. Ah oui, c'est super intéressant ça. Et ça c'est mon passage préféré de toute la BD. Simplement parce que voilà, c'est surtout le passage le plus narratif de tout ce livre. Ça arrive un peu comme une pause. Soudainement, j'arrivais à lire super vite les pages. J'ai dit Mais c'est vraiment t'as pas une roi qui te raconte le documentaire qu'elle a vu. Voilà, mais là pour le coup c'est presque contemplatif en fait. Et j'avais beaucoup aimé ça. Ouais. Et par contre sur le plan graphique, il y a juste un truc dont je suis pas fan. Et en fait, c'est juste une constante chez Lost. Donc c'est juste moi qui suis dans le déni en fait. C'est en fait, je suis pas fan de la mise en couleur parce que je trouve les couleurs qui sont, pour moi, elles sont trop ternes. Mais en fait, tu retrouves ça dans ces BD depuis le début en fait. Moi, je trouve qu'il y a
truc. Vas-y, excuse-moi. En fait, du coup, c'est juste un peu dommage qu'elle reste dans ce choix de faire des couleurs très ternes. Donc en fait, c'est très CMJN friendly. Voilà, les adeptes de la mise en couleur comprendront ce que je viens de dire. Mais c'est quand même dommage parce qu'en fait, il y a un passage dédié à la couleur ocre rouge. Et oui. C'est une couleur qui est très importante pour à travers différentes tribus, tout un symbolisme. Et pourtant, on voit pas trop le rouge. C'est pas trop, voilà. il est pas marqué. Mais voilà, t'as un orange terne. Ça, je trouvais ça dommage. Elle n'arrête pas de parler d'ocre. Après, c'est ocre. En fait, ça se rapproche plus du marron. Hein. Et moi, ce que je vois, c'est du orange. Voilà. Chef. Après, ceci dit, à la fin, là, quand le sein des règles, il est un peu plus rouge pétant. Oui. Enfin, en tout cas, plus rouge profond. Mais je me suis dit, là, c'est plus appuyé. Il est pas bleu comme dans les pubs pour les serviettes hygiéniques. Et non. Bah justement, elle parle du fait que c'est moi, elle revient un peu au côté biographie autobiographique, où elle dit justement qu'elle cherchait, qu'elle même avait un peu cette représentation de c'est honteux le sang, etc. Et que elle questionne une anthropologue femme qui fait non, à l'époque c'était sacré, donc on en avait on était plutôt fiers de ça. Comme quoi les choses ont bien changé depuis. C'est marrant, c'est fascinant. Enfin, je suis désolé, je fais encore une digression. J'ai l'image de les premières règles. Pour moi, c'est Carrie. Donc, c'est forcément un truc un peu honteux et un peu pour les gens qui n'ont pas vu Carrie de Brian De Palma. Elle a ses premières règles dès le début et tout le monde se fout sa gueule et il y a un truc comme ça. Et j'en avais parlé avec. Il y a un moment où j'ai voulu faire. J'ai fait une prépa pour faire aide-soignant. Et l'infirmière, parce qu'elle est infirmière, qui faisait la prépa, disait que sa fille, quand elle avait eu ses premières règles, elle lui avait fait, elle avait fait comme si c'était un anniversaire en fait. Elle l'avait célébré de façon et que c'était comme ça qu'on devrait le faire pour elle. De dire. Après, c'est on parle Ouli aussi dans certaines tribus en fait qui disaient que certaines femmes, surtout les femmes les plus âgées d'un village, voulaient célébrer les femmes plus jeunes qui avaient la première règle. Après, ce qui se passe dans Carrie, c'est absolument pas normal et c'est la maltraitance. Genre, j'ose espérer ça arrive pas à tout le monde. Mères qui font ça. Parce que normalement tu dis pas à ta fille que c'est le diable qui rentre en elle quand elle a ses règles. Normalement, ouais, mais tu vois, j'ai une sœur parce qu'elle en avait pas. Ma prof me disait en famille ils l'avaient célébré. Et tu vois, bon, j'ai une sœur qui est plus petite et j'ai pas de souvenir d'en entendre parler avec un table ou ce genre de choses. Tu vois, c'est pas un sujet qui a été mis en avant alors que ça aurait totalement. Surtout que ma sœur elle a un an moins que moi, donc c'est pas un truc qui aurait pu après ça a été fait et ça m'a pas marqué, mais peut-être je sais pas. Moi clairement je me souviens de la discussion que j'avais eu avec ma mère, tu vois, à ce moment-là. Moi en plus comme j'étais en retard par rapport aux autres, j'attendais ça avec impatience, mais t'as l'impression qu'il te manque un truc. Et d'autant que ça va avec d'autres choses, hein, on est bien d'accord. Bref, t'as pour dire que moi je me souviens de la conversation avec ma mère, mais je sais que dans la famille, genre mon frère et mon père, ça les a toujours gênés. Et voilà, comme la plupart des gens en fait, quand on parle, moi je sais que quand j'ai mes règles, je fais j'ai mes règles quoi. Et une fois sur 5 peut-être, il y a une femme en face de moi qui fait mais tu parles de ça comme ça. Souvent elle a plus de 50 ans. Et en plus, tu sens que ça change s'il y a des hommes dans la pièce ou pas. S'il n'y a pas d'hommes dans la pièce, là. Et moi, j'ai un pote qui avait travaillé dans des milieux très féminins professionnels et qui disait tout d'un coup, tu découvres ce que c'est les règles. Parce que, en fait, quand il y a une majorité d'hommes, les femmes n'en parlent pas. Tu vois, c'est tabou. Mais dès que vous n'êtes plus là, voilà. Et du coup, quand t'as un mec et qu'en plus il est identifié comme un allié, fait vite comme s'il n'était pas là, quoi. Et du coup, lui, il avait assisté à plein de trucs. Il disait, mais tout ce que ma mère et ma sœur n'avaient pas osé me dire, quoi, que j'ai découvert en étant au taf, quoi. Il y a un médium suisse que moi j'aime bien, qui s'appelle Tataki, qui ont fait une émission où en fait ils ont posé des électrodes sur le ventre de mecs pour leur balancer le niveau de douleur. Et le niveau de douleur moyen, apparemment, que pouvait avoir une femme pendant qu'elle avait ses règles.
et tous les mecs hurlaient de douleur au moment où ils avaient des trucs. Et quand ils mettaient aux meufs, parce que enfin ils mettaient des meufs et ils leur mettaient le même truc, et ils étaient là, ah ouais, oui, c'est à peu près le même niveau de douleur que j'ai. Et tu voyais les meufs qui étaient là, ça fait trop mal, c'est horrible. Donc ouais. Je crois qu'ils avaient fait la même expérience du coup pour l'accouchement. La douleur pour sortir dans l'accouchement et pareil, en fait les mecs ils hurlent de douleur et ils disent en fait je vais pas avoir d'enfant, en fait j'ai pas envie d'infliger ça à la femme. Bah, dans mes études dans ma prépa d'étudiant, j'ai appris que je crois que la plupart des meufs chiaient pendant l'accouchement, et que c'est un truc qu'on ne dit pas, mais apparemment voilà. Ça paraît assez logique parce que c'est assez connecté. Ouais. Oui. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est pas. Mais attends, un mec quand il est pendu, il chie et en même temps il a une érection. C'est vrai. Hein. Il y a plus gênant. Et en plus il est mort. Donc il peut même En plus, il est mort. Avant tout, il est mort. Pensons à tous ces parents qui ont dû décrocher leurs enfants qui se sont pendus en faisant des trucs sexuels, et après on fait croire oui c'est pendu, il y a pas de il n'avait pas le pantalon baissé, et ouais, bref, c'est un peu bizarre comme blague, mais je la garderai quand même au montage. C'est pas grave, je l'assume. Et on pense à merde, c'est l'acteur de Kill Bill, comment il s'appelle? Oui, Carradine, non? Ouais, il est mort comme ça, donc voilà, ouais. Pour le coup. Ouais. Et bon, là on peut laisser un petit blanc aussi, comme mon intro qui était horrible, pour vraiment que cette blague de juger. Ouais. Bon, est-ce qu'on recommande juste pour revenir sur la BD, là je reviens sur la BD. Vas-y. Mais à un moment donné, elle parle des huttes menstruelles. Et là, j'ai fait, c'est trop bien, pourquoi on n'a pas ça? Oui, franchement, ouais. Franchement, c'est trop bien. Cool, hein. Ouais. Genre, parce que pour expliquer aux auditeurs, ou alors je vous explique pas, vous le lisez, je sais pas. Mais, c'est vers la fin de la BD, ouais. C'est ça, parce que c'est la fin. Mais en gros, c'est une hutte où les femmes qui ont leur règles peuvent rester et sont tranquilles. Ouais. Et en plus, n'ont pas besoin de cacher qu'elles ont leur règle, tu vois. Est-ce que c'est pas parfait c'est vrai, en fait, voilà. Sachant que, petite info, j'ai vu ça sur un TikTok, bon bref, sur les réseaux sociaux, mais en plus c'est basé sur du vrai truc, apparemment. Mais qu'en France, on est l'un des rares pays à ne pas avoir de congé menstruel pour les femmes. Alors que, je crois que c'est au Japon ou en Allemagne, où tu dis que t'as tes règles et c'est bon, te laisse partir du taf, pas de plus de questions. Mais comment ça se fait? Enfin, je suis sûr que si c'était les mecs qui avaient leurs règles, ce serait pas payant. Hein. Comment ça se fait que vous... les protections... Les protections hygiéniques, hein. Pourquoi c'est pas remboursé par la Sécu, hein? Attends, et pourquoi enfin, tout ce qui est pilules, etc., non plus n'est pas remboursé. Ah ouais. Quand tu vois le prix du truc, et quand tu vois que tous les systèmes en plus, que ce soit la pilule, qui a des conséquences quand même assez importantes. Le stérilet. Le stérilet, il y a combien de femmes? En plus, j'ai appris que le stérilet, parce que du coup, moi, j'ai pas souscrit cette option, du coup, je me suis pas plus renseignée dessus, mais apparemment, si tu peux tomber enceinte avec le stérilet, et ça crée des risques monstrueux pour ta grossesse, quoi. Genre, soit ils arrivent à retirer le stérilet sans que crée une fausse couche, mais c'est très risqué, soit ils le laissent et t'as des chances d'avoir une grossesse à risque et à tout moment de perdre les bébés, quoi. Et en plus de te défoncer l'utérus, quoi. Il y avait une super story de Agnieszka il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux où elle montrait vous savez les barres là qu'ils mettent sur les parkings où ils les lèvent pour quand t'as pas le droit de garer, et en fait il y en avait une qui était levée et on aurait trop dit et en dessous elle avait mis force à mes meufs sûres qui portent des stérilets. Ça m'a fait rire. D'accord. Je sais pas pourquoi je cite ça, mais c'est drôle. Je crois qu'on n'a pas compris, mais c'est pas grave. Tu mettras le dessin. Je crois avoir l'image en tête. Je crois avoir souvenir de la story au moins. Voilà. Ouais. Non, c'est juste une barre levée et en fait ça avait la même forme qu'un stérilet. Enfin, une espèce de Y un peu. Voilà. Okay.
Enfin, c'était pas drôle. Expliquer une blague, c'est pas drôle. Une dédicace à Neshka, voilà. Voilà. Je suis désolé, je suis fatigué. Mais encore une fois, je pose si l'attaché de presse de ça et là va écouter cette émission. Vraiment, ça a été un vrai bonheur de lire cette BD. Et je vais la lire en entier, je vous promets. Et j'ai très hâte de lire d'autres BD je sais qu'il y a il y a une BD de Derf Bark Derf. Tiens, il a un nom, qu'à dire. Ouais. Qui va sortir. Et elle voulait peut-être qu'on en parle, donc peut-être qu'on en parlera. Je ne sais pas. Mais j'ai peur. En fait, mon ami Damer, c'était tellement bien. J'ai peur de lire un autre truc de lui et de me dire c'est pas aussi cool. Je sais pas si il y a encore le documentaire qu'il y avait sur Arte de comment Derf Derf a fait mon ami Damer et il revenait sur les lieux. Il était trop intéressant ce documentaire. Mais lisez ce genre de docu. Ah, tu l'as pas vu? Oh, il est trop bien. Non, je suis pas grand. Ça m'intéresse du coup. Tu le vois revenir et c'est trop bien parce que le mec qui a acheté la BD, j'ai plus le nom, mais c'est un musicien super connu apparemment. Il était dans un groupe ultra connu. Et il y a un moment où il lui fait écouter une chanson et bon, la chanson est pas terrible. Tu vois la tête de Derf Bark Derf qui est en train d'écouter la chanson. Tu vois que c'est pas terrible. Tu vois que son pote en face il est en train de lui dire elle est cool ma chanson. Il est ouais, non, c'est pas. Non. Non. Alors ceci dit, pour vous encourager à acheter cette BD, il y a des dessins de chouettes absolument fabuleux. Ah ouais. Mon animal totem. Voilà. C'est un argument pour moi. La couve, elle est un peu. Enfin, je sais que elle pourrait repousser un certain public en se disant, il faut le dire, il y a une énorme vulve sur la. Oui, bah écoute, moi j'aime bien, c'est clair. Ouais, c'est clair. Mais ça va repousser un certain public en se disant non, j'ai pas envie de voir un truc où il va y avoir des représentations de façon assez crue, alors que pas du tout en fait. Il y a pas de ça aurait pu, hein, moi ça m'aurait pas gêné, mais je sais qu'il y a tout un public. Enfin, c'est une BD qu'on pourrait donner à un public jeunesse entre guillemets, sans que ça ou ado, ou qu'on pourrait retrouver. Ado qui a un bon niveau de lecture quand même. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est plus ça qui pourrait repousser les jeunes que. Moi je retrouve, c'est une BD que je retrouverais dans un CDI de collège ou de lycée facilement. Ouais. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais ado, j'avais un truc avec l'anthropologie, je faisais tous les trucs sur la préhistoire, les premières civilisations, etc. Enfin, genre c'était. Ouais, mais là, j'avais l'abonnement à Sorcier Junior. Moi, c'est ça. Oui, on l'a tous vu. Voilà. Le mec du CDI, il va voir la couve avec une énorme vulve dessus, il va dire non, je vais pas le prendre. C'est vrai. Alors que la thématique du bouquin est super intéressant pour des jeunes filles ou même pour des jeunes mecs, enfin pour tout le monde quoi. C'est l'anthropologie pour tout le monde quoi. Donc moi je la recommande beaucoup cette BD. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'en fait surtout il y a zut. C'est pas vraiment un débunkage, enfin en fait c'est pas vraiment justement elle a pas en but justement de tout démentir en fait, elle tient vraiment à remettre les pendules à l'heure et à expliquer justement grâce à la vision de l'anthropologie féminine justement comment fonctionnaient les tribus et autres communautés. T'es pas trop je montre du doigt même si elle le fait un peu. Elle le fait un peu au début, mais justement après par la suite elle est ultra concentrée et ça me plaît justement que vers la seconde moitié de la BD du coup elle prend un ton plus sérieux pour parler de justement comment était surtout célébrer les femmes dans les tribus. Après ça va dans le sens de toute l'anthropologie moderne en fait, quand tu t'intéresses aux recherches actuelles, et c'est ce que je trouve fascinant aussi la science, et ce qui explique aussi peut pardonner aussi le côté un peu elle se perd dans ses explications et à la fois te donne pas vraiment les réponses que t'attends.
en tout cas au début de la promesse qui est faite au début, c'est que à la fois les recherches sont pas finies, quoi, et que c'est jamais fini. C'est ça le truc avec la science, et c'est que les anthropologues actuels, ils découvrent des trucs. Le niveau de technologie qu'on a nous permet de découvrir, notamment il y a un truc qui me fascine, c'est qu'ils font la recherche avec la Terre, quoi, et c'est pour ça qu'ils engueulent les gens maintenant quand ils trouvent un truc de creuser autour, mais c'est bon, en même temps comment tu veux éviter, puis t'as qu'à creuser à côté, t'auras les mêmes a priori, mais en tout cas ils font des carottes de terre pour retrouver des éléments, et qu'à partir de ça ils arrivent à extraire tellement de données, quoi, et du coup bah pareil pour tout ce qui est le carbone 14, mais aussi l'étude des eaux, etc., qui fait qu'aujourd'hui on peut revoir. Bon, après, il y avait aussi le pattern, surtout tout ce qui est les recherches du 19e, parce que moi, je fais des recherches historiques des fois pour des romans, et le 19e, genre, il y a eu tellement de recherches historiques qui ont été faites, mais qui étaient tellement biaisées par un regard masculin très rétrograde sur certains points. D'ailleurs, pourquoi on dit rétrograde? Parce qu'avant, c'était plus libre, au final. C'est genre, pourquoi on dit ça? C'est comme, pourquoi on dit l'homme de Cro-Magnon? Tu fais, mais non, en fait, l'homme de Cro-Magnon, la femme avait plus de droits à l'époque qu'aujourd'hui, quoi. Et il y avait plus d'égalité qu'aujourd'hui. Quand tu revois la guerre du feu, maintenant, tu te dis, ah ouais, le mec avait vraiment, Jean-Jacques Hano, non. C'était pas, et toutes les représentations, en fait. Parce que tout à l'époque, c'est comme là récemment, il y a des recherches, mais c'est encore en cours, c'est pas prouvé, mais sur la signification du drapeau français. Et apparemment, le truc qu'on nous aurait dit à l'école, mais que genre on dit depuis la Révolution française, serait faux. Par exemple, Lafayette ne serait pas le père du drapeau français, quoi. Mais c'est les dernières recherches, ils sont même pas sûrs, tu vois. Ils commencent tout juste à dire. Alors peut-être que. Mais c'est vrai que tu dis, en fait, il y a des choses, en fait, si tu les crois, forcément, tu répands des mensonges, mais de manière innocente, dans le sens où tu sais pas que t'es en train de... Je suis pas sûre que tous les cinéastes ou tous les artistes qui ont représenté l'homme de Cro-Magnon en mode hyper vieille, ce machin, étaient forcément hyper masculinistes. Ils ont juste reproduit ce qu'ils pensaient être... Oui, ou l'homme de Néandertal qu'on pensait qu'il était complètement con, alors qu'en fait, non. Ouais. Qu'on l'aurait massacré. Alors en fait, c'était plus une fusion qu'autre chose, quoi. J'ai l'impression. Il y a un mélange de. Il y a un mélange et en même temps il y a l'Homo sapiens, oui. Ouais. Non, parce que les mélanges entre l'Homo sapiens et le Néandertal, il y en a eu, mais je crois pas que ce soit flagrant. Je crois qu'il y en a beaucoup, hein. Non, enfin, Oui, mais c'est pas genre ça a pas fusionné en tout cas. Enfin, je crois pas. Hein. Moi, je dis qu'il y a eu des mélanges, mais après, je crois que c'est en cours d'étude. De toute façon, du coup, comme on dit, c'est jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Mais dans le parle d'anthropologie qui sera jamais fini, du coup, ce serait très marrant qu'en fait la seconde BD qu'elle sorte soit encore à suivre. Et que tous les 5 ans, en fait, elle a sa propre recherche qui ne se finit jamais. Le tunnel n'a jamais de fin. Voilà. Elle y va être dans l'épisode 6. Elle dit, alors j'ai dit des trucs dans l'épisode 1. Voilà, en plus, il y aura les correctifs. Non, mais la BD est vraiment cool, vraiment, lisez-la. Oui. Je sais pas à combien elle est. Attendez, je vais regarder. Si quelqu'un peut meubler. C'est pas 26 ? Je ne sais plus. Attends, je reviens à la dernière page. Sur la dernière page, j'ai le prix indiqué. Oui, 26 €. Ah, bon, c'est pas cher. Ouais. Franchement, c'est pas cher hein, pour un... je sais pas du tout si c'est du souple ou si c'est... Enfin, j'ai pas eu l'édition en main, donc je pourrais pas vous dire. Mais c'est joli, en tout cas. C'est sourcé. Très sourcé. Il y a 20 pages d'annexes sur les sources, ouais. Ouais. Dans Batman Arkham Asylum, il y a pas de source à la fin. Non, mais dans la dernière réédition, du coup, t'arrives à la moitié et tu te dis ah, c'est la fin de l'histoire. Et en fait, non, tu as tout le script de Grant Morrison après. Tu peux faire ta propre BD avec et c'est complètement différent parce que si tu prends un autre angle avec. Sur ce, on va vous laisser. Parce que j'en peux plus, je suis en train de craquer, je vais mourir. Merci beaucoup Saïla, merci de nous avoir écoutés jusqu'à là. La semaine prochaine, on va partir dans les étoiles, sachez-le, puisqu'on va parler de Cosmic Odyssey, de Jim Starlin et de Mike Mignola, du DC pour faire plaisir à Sophie.
Mais je serai pas la semaine prochaine. Je serai en Ah, tu Creuse. es pas J'ai pas de connexion. Quelle idée d'aller en Creuse aussi. Mais ça fait du bien de se déconnecter de temps en temps. Ouais, C'est vrai. ouais. Et bah à la semaine d'après alors, ou à la semaine, enfin passe de bonnes vacances. Et moi je vais aller dormir parce que je peux plus. Il y a le coffee de Cécile. Bien sûr. Vous pouvez y aller. Vous achetez plein de trucs et vous faire plaisir. Il y a t'as de l'actu Sophie ou pas du tout? Oui. À la fin du mois, je serai aux Imaginales à Épinal. Voilà. C'est un gros salon, donc j'espère. Mais j'espère qu'il y aura moins de monde qu'à Livre Paris parce que j'ai vu les images et je crois qu'on était à 2 doigts de l'accident. Il y avait de monde. Apparemment, ils ont mis la romance et la BD à l'étage et il y avait beaucoup de gens qui venaient voir ça. Donc, c'était pas le bon plan. Ils auraient dû mettre la littérature blanche à l'étage. Personne ne s'intéresse à ça. Et ben bref, voilà. Donc ce serait aux Imaginales et je vais, je sais pas. Enfin, je trouve un moyen de me dupliquer Il y aura parce pas de que littérature blanche aux Imaginales. Non. Parce que c'est pas de. Ben là, ouais. Parce que je serai sur 2 stands à la fois, voilà, sur les stands des éditions Luciféride et sur le stand de Black Rabbit, pour présenter du coup La mort et autres désagréments mineurs, la dernière anthologie qui est sortie et sur laquelle j'ai bossé en tant qu'anthologiste. Voilà. Et si vous aimez l'humour noir et les blagues autour de la mort, il y en a plein dans cette anthologie. Voilà. Et t'as été relectrice non sur un truc, j'ai vu passer une story. Oui. Enfin, je pas été relectrice, j'étais juste lectrice. J'ai sélectionné les nouvelles avec l'éditrice des éditions Luciférine sur la première anthologie française de fiction des Backrooms. Enfin, je dis de fiction, mais je crois pas qu'il y ait de livres documentaires sur les Backrooms. Ça n'existe pas, les Backrooms. Pas encore, mais je suis sûre que Feldep pourrait nous sortir un truc. Genre, il a fait 4 vidéos et à chaque fois il faisait c'est la dernière que je fais sur les Backrooms. Et après il en fait une autre. Et oui, du coup, c'est une anthologie qui est construite pour faire découvrir les Backrooms. Donc si vous connaissez pas, vous pouvez vous lancer cœur joie dedans. Et si vous connaissez, venez aussi parce que là ça change un peu des creepypasta d'internet. Là c'est sur un format nouvelle littérature et en plus Barbara elle retravaille toujours au cordeau les textes. Donc c'est vraiment et en plus les illustrations de Moon défoncent, je trouve. J'en ai vu quelques-unes. On les voit sur le campagne Ulule qui est en cours. Vous avez le lien depuis mon compte Insta, j'ai relayé des stories où il y a le lien normalement de la campagne et voilà, c'est Moonly. Ouais. Dessinatrice, super. Ok. Ouais. Pas au courant. Elle avait travaillé déjà sur Terre Nordique, elle avait fait la couverture. Alors couverture qui attire le chaland de ouf, voilà. Cécile les connaît. On a des gens qui, je pense, ont acheté le bouquin juste pour l'illustration de la couverture et le jaspage qu'elle a fait. Et c'est tout. Je suis même pas sûre qu'il ait lu derrière. Du coup, on est en mode, mais lisez à l'intérieur, c'est bien aussi quand même. Zut alors. Parce que le groupe Moonly, je connaissais juste j'ai connu grâce à son collectif où elle était avant qui s'appelait Bande de déchets. Et du coup, je connaissais toutes les autres autrices qui faisaient partie. Moi en mai, je vais beaucoup bosser sur mon fanzine qui n'est pas fini, puisque normalement, si tout se passe bien, on a fait la réunion de pré-expo à Bunka. Donc on est allé à Bunka alors que c'est fermé depuis et il y a toujours pas eu de travaux. C'est abusé. Et donc peut-être qu'on va faire une expo dans un Bunka où il n'y aura même pas de parquet. c'est possible. Donc normalement ce sera le 28 mai pour les gens qui sont sur Montpellier. Cécile, je compte sur toi pour venir à cette exposition qui aura plein de gens cool, dont moi. Si j'ai fini mon fanzine, sachant que j'ai fini le storyboard la semaine dernière. Et bon, commencer à faire les cases avant de faire le storyboard, c'est pas une bonne idée. C'est pas comme ça qu'il faut faire la BD normalement.
Mais moi, j'ai un TDAH et j'ai un problème. Il fallait pas que je dise que je faisais l'affiche de l'expo aussi. Mais j'ai tendance à dire oui à tout ce qu'on me propose. Donc c'est comme il va y avoir il va y avoir la comédie du livre et j'ai dit oui à faire toutes les captations des tables rondes de Girl Code. Oui, d'accord, oui. Bon courage, ouais. Ouais. Et Anna m'a fait, enfin, je le balance là parce que je sais qu'elle écoutera pas. Anna m'a fait, elle m'a mis la pression en mode vendredi, on fait un truc. Il faudrait que tu fasses la capta. Et en fait, c'était quand elle me disait vendredi, c'était vendredi pour un mois après. Où j'étais là en mode qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai passé de matos, je vais passer pour quelqu'un de pas professionnel et tout. Et j'ai acheté une enceinte, j'ai acheté des fils, j'ai acheté plein de trucs en me disant au moins je pourrais porter du son pour un petit public. Finalement, la comédie du livre, c'est un truc de la mairie. Donc il y a tout un truc avec du matériel. Donc j'ai acheté des trucs pour rien. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'avec Cécile, on fera des podcasts en live dans la rue un jour. Voilà. On se mettra au milieu de la comédie. Et au lieu d'avoir des mecs qui font du breakdance, ce sera nous qui parlerons de BD. Pourquoi, hein. T'as l'air de te projeter dans cette idée d'une façon très sérieuse. J'ai déjà fait un peu ça quand la librairie Entrée Libre avait fermé. En fait, à un moment, il y a Adem, qui est aussi connu sous le nom de Pluto.gif, qui fait beaucoup de zines, qui avait organisé justement à un moment une sorte de colloque impromptu sur le thème des zines, et n'importe qui pouvait participer. Et du coup, moi, j'ai participé et je disais des trucs, et en fait, il y avait pas assez de gens qui étaient très impliqués, donc du coup, moi, à un moment, je reprenais le micro et j'ai essayé d'improviser le plus longtemps possible sur le sujet. C'est assez marrant. Moi, j'ai fait. Il y avait un moment où il y a une librairie en Savoie, donc où j'habitais avant, Chambéry, qui m'a invité à faire on dit ouais, viens faire une conférence chez nous. Et moi, je pensais que j'allais arriver dans une pièce avec un. Et en fait, non, ils m'ont mis. On était dans la rue. On avait une table et des chaises. Et on parlait comme ça. Et moi, j'avais pris mon enregistreur et tout, mais on n'avait pas de retour son pour les gens. Donc il y avait des gens qui passaient, qui nous écoutaient, et il y avait une espèce de petit attroupement de 3 personnes qui nous écoutaient parler. C'était très cringe. Voilà. Vous aurez et tout ça ne sera pas coupé au montage. Mais je peux le refaire. Il y a aucun problème. La prochaine fois que Sophie vient, on fera ça sur la comédie. On parlera de cannibalisme en plein milieu de la comédie. Ok. Et on parlera de la fin de la baie sanglante qu'on spoilera à tout le monde dans la comédie. Non, pas la comédie, sur la comédie. Voilà. Il faut spoiler la fin de ce film, qui est horrible. Sachez-le. Mais non, la fin en tout cas est nulle. Bon, allez. Sur ce, j'arrête. Je ferai pas fait. Mais tu vois, elle est assez marquante pour t'en parler tout le temps, tu vois. Donc mais oui, mais parce que c'est tellement bien, ouais. Une bonne fin, c'est une fin qui te laisse frustré et en mode ça t'en souviens? Ça sort tellement de nulle part que bref. Je vais pas spoiler parce qu'il me fait engueuler par Cécile encore une fois parce qu'il veut voir le film. Même s'il il le regardera jamais, hein, mais c'est pas grave. Non mais peut-être. Et du coup, si vous voulez regarder aussi des proto-slashers Mario Bava, au-delà de la baie sanglante, il y a aussi une hache pour la lune de miel qui est vraiment très cool aussi. Tu l'avais dit la dernière fois aussi. Mais un jour, on évidemment, si je fais pour l'assassin. Un jour, on fera une émission Diallo dont on a supprimé les rushs. Bon, ça reviendra. Et voilà. Et aussi cet été, on fera. Il y a un épisode qui devrait sortir dans bientôt. Ah, il y a avec une créature. Une créature dans l'espace. Un point de vue féminin dessus. Ouais, c'est vrai. Je me souviens. Personne ne nous entend crier. Ouais, voilà. Il faudrait on m'a demandé de faire des visuels pour ça. Il faudrait que j'ai du temps pour faire tout ça. La vie, c'est compliqué.
Surtout Sinon, tu prends qu'on un a, calme. on a prévu de faire des épisodes de recap de chaque épisode de la série Entretien avec un vampire. Parce que la nouvelle saison, enfin, pour la prochaine saison, hein, on va pas faire. Mais elle arrive pas en été? Si, elle arrive cet été. Ok. Donc voilà. Alors moi, je serai pas là une partie de l'été, hein. Très bien. Et vous allez être en sans toi PLS parce qu'il fera chaud. Ce sera sans toi. On va parler les stats sans toi. Et ce sera bien fait pour toi. Ouais. Il y avait une story de... Non, c'est pas une story. Dans un post de Morgane Cosario, qui est aussi une fan de Lestat et d'Entretien avec un vampire. Elle avait fait carrément un essai sur les vampires en Louisiane, donc forcément, elle parlait beaucoup de... Et genre, elle était dégoûtée parce que les Imaginales arrivent en même temps que le seul et unique concert de Lestat. Oui, un vrai concert. Il fait un vrai concert à New York. Et oui. Wow. Bon, en même temps, faut pouvoir se payer les billets et que les vols soient pas annulés. Ouais. Et puis il faut avoir envie d'aller aux États-Unis maintenant. Aussi. Mais après, New York, ça va encore. New York et Californie, t'as l'impression que c'est un peu. Mais tu es pas sûr de rentrer, hein. Tu veux avec... Ah, t'es pas sûr de rentrer à l'intérieur des États-Unis ou de repartir? De repartir, hein. Il y a Lice qui va débarquer en plein milieu du concert de l'Estat pour virer tout le monde. Surtout que Sam Reed, il est australien, donc ça se trouve, il pourra se faire virer. Ah, il est blond aux yeux bleus, je crois qu'il risque rien. C'est marrant. Non, je vais arrêter de faire de la digression. J'allais parler de Stray Kids alors que c'est pas du tout le moment. Mais voilà, l'accent australien et ses intonations qu'on aime tous. À la semaine prochaine. J'espère que je serai vraiment fatigué. Fais des bisous. Bye bye. So... Bye bye. C'est ça.